Hello Thomas, Salut Gaël, comment vas-tu? très très bien. Merci beaucoup. Je suis ravi de t'accueillir sur Aventure Humaine. Ravi d'être là. On va, euh, on va explorer, on va dire, le côté, le domaine du marketing en long et en large. On va surtout explorer ton parcours qui a eu du coup plusieurs casquettes. Tu as eu plusieurs casquettes entre chef d'entreprise, investisseur, indépendant. Tu navigues un petit peu autour de tout ça Hmm. et donc ça va être intéressant de creuser et d'avoir ton retour d'expérience et ta manière de voir les choses aujourd'hui qui peut évoluer, qui a en tout cas déjà évolué. Complètement, qui évolue même beaucoup. Peut-être trop vite d'ailleurs. Avant de plonger dans ton aventure, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots et nous dire d'où tu viens? Écoute, donc je m'appelle Thomas, Thomas Olivier, donc j'ai deux prénoms, tu vois, ce qui perturbe les gens. Donc j'aime bien qu'on m'appelle Thomas tout court. Euh, je sais pas si c'est très intéressant de savoir réellement d'où je viens, mais j'ai grandi dans la presqu'île guérandaise, donc dans une petite ville qui s'appelle La Baule. Et aujourd'hui, je vis à Nantes. Et pour me présenter brièvement, en général, je dis que je fais du marketing et que j'aide les gens à faire pareil tous les jours. Donc voilà, je suis une sorte de d'hybride entre un marketeur externalisé et un consultant marketing. Donc, je me considère comme un marketeur et je me rajoute des casquettes de podcasteur, ce qui nous a amené d'ailleurs à nous rencontrer. Et puis une casquette d'infodivertisseur que je cultive et que j'essaie de peaufiner avec le temps. Je suis sûr qu'on aura l'occasion d'en reparler. Donc voilà, ça te plaît comme présentation? Génial, très complet. Effectivement, j'ai eu la chance de passer sur ton podcast. À l'époque, il s'appelait Le Nouveau Marketing. Complètement. On fait un gros teasing du coup. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené justement du coup à devenir marketeur et à plonger dans l'univers du marketing? Est-ce que tu l'as envisagé quand tu étais au niveau des études? Comment c'est venu? Vaste question. Tu me laisses un peu de temps là pour y répondre, que je puisse. Bien sûr. Ok, bah écoute, je te propose de repartir. Alors moi, j'ai eu un parcours scolaire très compliqué. Pour qui est pas particulièrement compliqué d'ailleurs, mais tu vois, l'élève un peu à problème, quoi, euh, qui casse un peu les pieds, qui a fait 2 lycées, enfin voilà. Donc j'ai eu le bac quand même, j'ai eu un bac général, bac ES très limite, et suite à quoi, bah, comme tous les gens qui ont un bac ES très limite, tu vois un peu le topo, tu vas faire une fac, tu sais pas vraiment pourquoi, tu vois, tu suis les potes, tu vas prendre ta liberté, voilà. Donc j'ai fait une fac de droit, disons que j'étais inscrit à la fac de droit. Et ensuite, donc, tout ça a merdé, évidemment, pas de secret là-dessus. Donc, je suis parti bosser. Je bossais dans la restauration sur Angers. Et puis, j'ai repris les études en alternance. Donc, j'ai fait un BTS que j'ai fait dans une entreprise de rénovation d'habitat en tant que commercial, où j'ai appris 80%, enfin, c'est ce que j'ai l'habitude de dire, 80% de ce que je sais, pardon, de la vente aujourd'hui. J'ai travaillé ensuite dans un cabinet de conseil où j'ai commencé à mettre les pieds un peu dans tout ce qui était web, digitalisation, tous ces gros mots-là. Et puis ensuite, en 2015, en parallèle de mon M1, M2, de mon master, eh bien, j'ai monté une boîte qui s'appelait T2O+, qui était une agence web marketing. Donc voilà un petit peu ce qui m'a amené au parcours qu'elle y a aujourd'hui. Donc tu vois qu'il n'est pas du tout, c'est pas le parcours traditionnel du type qui a, voilà, je pensais pas particulièrement être entrepreneur, même si c'est une étiquette que j'assumais pas jusqu'à il y a encore peu de temps. Donc j'étais pas prédestiné à ça, mais voilà, j'étais plutôt quelqu'un qui avait besoin de bosser en fait, de faire des trucs. Et puis de fil en aiguille, je suis arrivé à ça. Donc je suis arrivé, moi j'ai fait une école de commerce du coup, tu vois, en 5 ans euh, en alternance. Donc je suis arrivé dans le web à la base par le mot marketing et pas par le mot web. Donc j'ai toujours été plus marketeur que web marketeur, si on le dit comme ça, même si mon premier business était une agence web marketing. Et puis de fil en aiguille, pareil, je pense qu'on va rentrer un peu plus peut-être dans le sujet si ça te branche, mais j'ai transformé ça en une activité de non plus d'agence. On a un business model qui est peu celui d'une agence, mais qui est celui d'un consultant. C'est le mot que les gens comprennent. En tout cas, moi j'aime bien marketeur indépendant, mais c'est le mot consultant passe peut-être plus clair pour tout le monde. Et donc voilà, c'est comme ça que je suis devenu marketeur. Et en fait, bah pour devenir marketeur, c'est assez simple finalement. Faut faire du marketing, quoi. Et on en fait tous un peu.
Ce qui est intéressant, c'est de le faire dans beaucoup de sujets différents, dans beaucoup de thématiques, de secteurs différents, et de se faire marketer, ce que j'ai l'habitude de dire aussi. C'est-à-dire que c'est bien d'être exposé. Tu vois, il y a des gens, par exemple, qui mettent du adblock dans tous les sens, ou qui veulent pas de prospectus dans la boîte aux lettres. Moi, c'est quelque chose que je kiffe recevoir pour pouvoir regarder, analyser ce que font les mecs. Donc voilà, c'est la petite anecdote marrante. Mais donc du coup, voilà ce qui m'a amené où j'en suis aujourd'hui, c'est-à-dire à marketer pour 3-4 gros clients, plus mes différentes boîtes que je peux avoir. Super. Donc, ce que je comprends et ce que je décèle, alors moi j'ai fait à peu près pareil. Les études, je les ai survolées. J'ai découvert la vraie vie avec l'alternance. Mm. Euh, le concret, évidemment, est très, très, très différent. Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu retiens aujourd'hui, justement, sur peut-être cette école de la vente que tu as suivie pendant cette alternance? Si tu as 3-4 grands conseils ou grandes de ce que tu retiens, ou en tout cas, partage-nous un petit peu les coulisses de comment on devient commercial, vendeur dans cet univers de business très traditionnel. C'était pas start-up, c'était pas head of sales, c'était vendeur commercial. Tu avais ta voiture, tu avais C'est ça. des rendez-vous, tu avais un téléphone. Comment tu as appris et découvert un peu tout ça? Écoute, j'avais alors déjà c'est faut remonter. Alors à cette époque-là, on est en 2012 de mémoire. C'est en 2012 que je commence à bosser pour cette boîte-là, une boîte qui s'appelait Huis Clos pour ceux qui connaissent. C'est pas forcément une bonne chose. Si vous connaissez en général, c'est que t'as subi, tu vois, le truc. Ou voilà. Bon, c'est une boîte qui a pas une excellente réputation parce que c'est de la vente de produits de rénovation de l'habitat aux particuliers. À cette époque-là, ça s'est un peu calmé aujourd'hui. Il y a moins de je vais pas dire d'escroquerie, parce que ce qu'on faisait n'était pas de l'escroquerie non plus, hein, on se détend. On restait dans le légal, mais c'est des ventes qui sont assez agressives, assez fortes. Tu vois, c'est des ventes au premier rendez-vous, donc tu vends des produits qui sont très chers, etc. Donc après, je sais pas si je peux vraiment te faire une checklist de tout ce que j'ai appris là-dedans, mais j'ai appris vraiment énormément de choses. Je dis souvent 80% de ce que je sais aujourd'hui. Une chose essentielle, c'est que le prix n'est pas du tout un critère. Le prix n'est pas un sujet qui doit obséder les gens. La plupart des gens, quand ils n'arrivent pas à vendre un produit, leur premier réflexe, c'est de baisser le prix. Ce qui est quasiment tout le temps une idée de merde. En tout cas, le fait de faire ce parallèle-là, je vends pas assez, je baisse mon prix, ou c'est parce que c'est trop cher que je vends pas assez, c'est toujours une idée de merde. Après, des fois, faut quand même baisser son prix, c'est ça la solution, mais tu vois ce que je veux dire. Donc déjà, bien comprendre ça, c'est-à-dire que tu peux vendre un produit qui est 3 fois plus cher que tous les produits concurrents. C'est quelque chose qu'on a fait et la boîte s'est construite là-dessus et est montée jusqu'à, je crois, 270 millions de chiffre d'affaires. Donc ça marche, tu vois, c'est pas un coup d'éclat. Autre point qui est essentiel, c'est que le produit ne pèse pas grand-chose rapport au vendeur, en fait. C'est-à-dire que si tu es un bon vendeur, être un bon vendeur, c'est pas être un petit génie qui a du bagou comme on l'imagine, etc. C'est juste suivre une méthode précise, en fait. Donc, quand tu as une méthode précise de vente, qui part de A pour arriver à B, ou de A pour arriver à Z, plutôt, en suivant des étapes logiques, en stimulant les bons trucs, donc des trucs qui sont faits par des marketeurs, des mecs très sérieux, tu vois, et ben au final, en suivant ça bêtement, même sans réfléchir, quand elle est adaptée parfaitement à ce business-là, tu vends à peu près n'importe quoi. Euh, tu vends à peu près n'importe quoi, mais pas à n'importe qui. Ce qui serait à la limite le troisième point que je voudrais mettre en exergue et qui est sûrement le plus important que j'ai appris, c'est que tout dépend du client, tout dépend de la personne à qui tu vends le produit. Donc moi, c'est ce que j'appelle le client idéal. Il y en a qui appellent ça des personas, buyer persona, avatar client, tous ces mots-là qui veulent dire la même chose. Et en fait, l'idée et ce que j'ai vraiment bien compris dans cette boîte-là, c'est que à partir du moment où tu qualifies ton rendez-vous, donc où tu as rendez-vous avec le client idéal de la boîte, qui est parfaitement défini et qu'on t'apprend, tu vends une fois sur trois. Même si tu vends un produit qui est beaucoup plus cher, même si tu vends au premier rendez-vous, donc c'est pas, tu laisses pas le temps aux gens de réfléchir, tu suis juste la méthode et tu pratiques cette méthode avec la bonne personne et ça va tout seul. C'est pas du 100%, hein, mais je te dis, c'est 33%. Enfin, la moyenne nationale, c'est un rendez-vous sur trois qui est vendu. Fin de l'histoire.
Donc voilà. Et puis tu as toute la dimension prospection aussi que j'ai pu apprendre. Là, je parle vraiment des trucs un peu plus où les gens peuvent faire des connexions sur leur business, parce qu'après tu as des trucs qui sont un peu plus terre à terre. Bien sûr. Mais voilà déjà trois choses que j'ai appris. Avec la plus importante, c'est déjà de bien savoir à qui on parle. Moi, c'est un de mes chevals de bataille aujourd'hui, un de mes chevaux de bataille. Du coup, on dit, c'est pas très joli ça. En tout cas, c'est mon cheval de bataille. Ce sera plus simple de le dire comme ça. L'idée, c'est vraiment que si les gens ciblent la bonne personne, tout est beaucoup plus facile. C'est vachement facile de faire un cadeau, puisque là, on enregistre, c'est bientôt Noël. C'est beaucoup plus facile de faire un cadeau de Noël à quelqu'un que tu connais bien qu'à quelqu'un que tu connais pas du tout. Tu vois ce que je veux dire? En C'est tout cas, sûr. de taper C'est juste, sûr. tu vois. Après, t'as toujours les trucs à la con, c'est t'achètes des fleurs ou t'achètes une bouteille de vin, quoi. Et t'es à peu près sûr de te taper juste, mais si tu connais bien la personne, tu sais que c'est mieux d'acheter du Bourgogne que d'acheter du Bordeaux, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Et pareil avec Tulipe et Rose. Bon, sinon, enfin voilà, c'est vraiment ça le truc le plus important que j'ai appris. Et puis après, bah, t'as toute la dimension abnégation, jamais se coucher. T'apprends un peu la négociation dans le dur, parce que finalement, le traitement d'objection, tous ces trucs-là qui sont un peu spécifiques et où les gens, souvent, je trouve, négligent cela et ont tendance à pas être prêts. Donc en fait, des fois, ils se prennent des objections et puis ils savent pas quoi répondre, quoi. Ils sont là, ils sont comme des cons, tu vois, ils savent pas quoi faire. Ou sur des sites internet, on traite pas les objections sur une page. Si l'objection est pas traitée, le gars sur internet, il y va, puis il se barre, quoi. Il va sur un autre site. Il peut même pas discuter avec toi. Tu peux même pas traiter une objection si c'est pas écrit noir sur blanc. Et donc, ça m'a appris à parler de mes défauts et à être capable d'assumer ces défauts et de les casser, en fait. OK. Très très intéressant déjà et est-ce que cet univers-là, te matchait avec, ta personnalité, tu étais à l'aise? Ou ou du coup, tu te sentais déjà un petit peu, je sais pas si c'était pas libre ou indépendant et tu cherchais à aller ailleurs, à la fin de l'alternance? Pourquoi t'es pas resté? Et on a l'impression que t'es profiler un peu. Pourtant, je jure qu'on n'a rien préparé. C'est pas préparé. La question est pas préparée. Ah non, non, non. Écoute, non, j'étais pas très à l'aise avec ce concept-là. Euh, bon, je vais pas m'étaler sur la politique de cette société-là, mais effectivement, c'est de la vente qui est agressive. Donc, il y a pas, moi, j'ai jamais fait d'abus de faiblesse. Il y a eu quelques accusations, mais ça reste assez rare, ok? Parce que l'abus de faiblesse, c'est cadré légalement. Mais effectivement, j'ai vu des mecs faire des trucs. T'as envie de lui dire des fois, mec, calme-toi un peu, tu vois. Quand tu commences à cloquer des portails sur 30 ans, calme-toi, tu vois. J'exagère à peine quand je dis ça. Donc, c'est pas forcément un univers qui me plaisait. Vendre des produits qui n'étaient pas des produits de merde, mais moi, j'aime bien résumer par la phrase du Loup de Wall Street, vendre de la merde à des merdeux, qui est un peu, tu vois, ça résume pas trop mal le truc. C'était pas mon délire. J'étais pas très à l'aise là-dedans. Il y avait aussi beaucoup de pression. Faut imaginer que c'est du 8h, 20h. Hein. C'est les horaires normales. Et que si t'as pas tes rendez-vous, t'en prends plein la gueule. Si tu vends pas assez, on se fout de ta gueule. Voilà, c'est une ambiance, quoi, en fait. Il y a un film sur Netflix, une série sur Netflix, je crois, qui parle de ça, qui s'appelle L'Or Blanc ou quelque chose comme ça, avec un acteur connu. Et je crois qu'ils ont arrêté la série parce que le mec a eu des problèmes de délit sexuel ou j'en sais rien. Tu vois, je pars en couille là, mais il y a un truc qui raconte bien en fait cet univers-là. Et Je mettrai en note. ouais, je te redonnerai le lien exact. Je sais plus exactement comment s'appelle le mec qui est connu. En plus, j'ai oublié son nom, mais qui montre bien en fait cet univers-là en le caricaturant bien sûr. Mais voilà. Donc moi, c'était pas forcément mon univers. Après, j'étais en alternance en BTS, donc à l'époque, je sais rien faire. Hein. Je suis un type qui sait rien faire. Et c'est là que, pour rejoindre ta question d'avant, t'as ce phénomène de dire en fait être vendeur c'est un truc qui s'apprend largement, faut juste être suffisamment rigoureux et humble pour pas penser que t'es meilleur que la méthode et tu suis la méthode. Moi dans cette boîte là j'ai vu des mecs émarger à des salaires de plus de 10 000 balles, ce qui quand tu regardes les salaires des Français correspond je pense à 5% des Français qui gagnent plus de 10 000 euros, hein. Et des mecs qui ont pas fait d'études. Peut-être même pas. Ouais, peut-être même pas, tu vois. Après, c'est pas 10 000 euros de moyenne non plus, je m'emballe, mais tu vois, je connais très peu de gens qui faisaient moins de 3 ou 4 000 balles hein, par mois, tu vois, dans mon agence Mmh. à moi, qui était une agence qui marchait bien. Euh, bon, c'est pas des salaires mirobolants à l'échelle de l'entrepreneuriat, c'est des salaires qui commencent à tenir sérieusement la route, même pour un commercial, ok. Et en fait, c'est que des gens qui ont jamais fait d'études, qui ont des fois pas de diplôme, même le bac, ils l'ont pas,
mais les mecs, c'est des chiens, quoi. Et en fait, quand ils comprennent comment ça marche, tu sais, t'as une sorte de déclic dans ces business-là. Et au bout d'un bout de temps, clac, t'as le déclic et tu dis, putain, en fait, ça y est, j'ai compris. Et tout devient facile, tout devient un jeu. Après, c'est un truc que beaucoup de gens ont du mal à faire sur la durée, parce que c'est épuisant. Il n'y a pas de rendez-vous fourni, il faut aller prendre tes propres rendez-vous, etc. Donc, ça me plaisait pas trop. Je sais ce que je dois à cette boîte-là parce que j'ai beaucoup appris. Même humainement, sur moi, ça m'a, je pense, renforcé. Parce que t'en prends tellement plein la gueule. Puis tu sais, tu te prends que des gens qui te disent d'aller te faire foutre toute la journée. Enfin, c'est pas simple, tu vois. C'est prospection C'est que des téléphonique. portes, Ouais, c'est ça. des Porte à râteaux. porte, prospection téléphonique, galerie marchande. Enfin, c'est des trucs qui sont quand même assez hard, quoi, tu vois. Que les gens aujourd'hui, d'ailleurs, ne veulent pas faire. Tu vois, c'est des boulots, les gens ne veulent plus le faire, tu vois. C'est pas possible. Maintenant, bah, c'est ce que tu disais tout à l'heure, tu vois, le petit cliché, c'est ils veulent le téléphone de fonction, ils veulent la voiture de fonction, ils veulent un salaire de malade, alors qu'ils savent rien faire. Bah, en gros, tout ce que nous, on n'avait pas, tu vois. Et tu devais te démerder, puis c'était des mecs qui étaient payés moi, j'étais pas pareil en alternance, mais des mecs qui sont payés 100% à la com. Donc, c'est-à-dire que si tu fais pas ton chiffre, alors j'ai plus les objectifs exacts, tu prenais 10%, je crois. Peut-être que je dis un petit peu des conneries, mais c'est à peu près ça. Tu prenais 10%, donc si tu voulais te dégager ton SMIC, il fallait sortir 12 000 euros, quoi, à peu près. Tu vois, 12 ou 15 000 euros. Et en fait, comme la loi française interdit une entreprise de payer quelqu'un moins que le SMIC, si tu faisais pas ton chiffre, tu peux te faire un mois de merde à 6 ou 7 000, ça doit pas arriver souvent. Hein. Mais bon, ça peut arriver. 6 ou 7 000, en fait, tu dois 7 000 balles à la boîte, en fait. Pour le mois prochain. C'est-à-dire que si le mois prochain, tu fais 25, bah, ils vont faire 25 moins les 6 que tu nous dois, tu vois. Enfin. Donc, c'était quand même une ambiance qui était assez spéciale et tout. Et, donc, ça t'a amené à switcher. Bah, j'ai eu de la chance, c'est que comme j'étais en BTS, je devais finir mon alternance et je m'étais dit, bon, à la fin de mes 2 ans, je vais peut-être passer à autre chose. Tu vois. Après, j'ai eu des bons résultats dans cette boîte-là, paradoxalement. J'étais pas très à l'aise. Je me considère pas non plus comme très bon, parce que pas à l'aise. Mais j'ai eu des très bons résultats. Je crois que j'étais quatrième alternant de France. Enfin, c'était pas dégueu, tu vois. Et au final, la boîte a été liquidée. Ils ont pas trouvé de repreneur. Et du coup, la boîte s'est arrêtée toute seule. C'est-à-dire que bah, elle a coulé, quoi, pour des soucis qui sont essentiellement dus à la gestion. Parce que souvent, quand je dis ça, les gens vont me dire, ah bah tu vois que ça devait pas marcher si bien que ça, la méthode. En fait, c'est pas un problème de chiffre d'affaires, c'est un problème que bah il y a trop de frais. T'avais un système de rémunération qui était un peu pyramidal. T'as un animateur qui bouffe sur un commercial, un directeur d'agence qui bouffe sur l'animateur, et les commerciaux aussi, un directeur de zone, un directeur régional. Enfin, tout le monde bouffe sur tout le monde. Plus il y a eu Jean-Marc Plutot, il s'appelait, qui était le dirigeant de la société, qui était l'ancien directeur de Castorama, qui a tapé dans la caisse. Enfin, pas mal de trucs comme ça. Donc, au final, c'est parti en cacahuète. Ce qui m'a fait partir, j'étais bien content de partir, je vais pas te mentir. Et là, j'étais bossé dans un cabinet de conseil. Donc, voilà un peu toute la transition. Enfin, je pense que je suis parti encore très loin dans ta question. Mais ce qui s'est passé et ce que j'ai pu vivre quand j'étais là-bas, tu vois. Et faut se rendre compte un peu de ce que c'est, parce que c'est des boulots que les gens veulent pas faire aujourd'hui. Aujourd'hui, tu fais une école de commerce avec une ambition de faire un bac+5, ce qui n'était pas mon ambition à l'époque. Hein. Bah, les gamins, je dis ça affectueusement, hein, je donne des cours en école, donc je sais ce que c'est. Ils veulent tous, ils sont déjà bac+5, tu vois. Donc ils veulent faire les boulots de bac+5. Ils arrivent, ils disent, moi j'ai déjà des mecs qui sont venus me voir quand j'avais l'agence. Donc j'ai ouvert en 2015. Les mecs, ils viennent et disent, ouais, je vais vous aider à piloter votre entreprise. Oui, d'accord. Ouais. Moi, ce que je veux, c'est un mec qui soit capable de téléphoner, essayer d'aller chercher du contact ou faire des trucs, tu vois. Mais les mecs, ils veulent pas faire ça, tu vois. Ah bah non, bah ça va pas trop m'intéresser. Et aujourd'hui, on manque de ces profils-là. Et moi, je respecte beaucoup les mecs qui font ces boulots-là. Alors, des alternatives, c'est la rénovation de l'habitat. Avant, c'était les encyclopédies. Tu vas vendre des encyclopédies. Oui. Pareil, il y a un film là-dessus qui s'appelle Aux Portes de la Gloire, un des premiers films de Poulvord. Énorme. Il y a franchement, il faut que les gens regardent ça, puis ils verront quel était le quotidien, parce que faut remettre à l'époque, mais dans l'idée, c'était ça, tu vois. Et puis, les vendeurs de cuisine, les vendeurs d'imprimantes dans le B2B, c'est la même chose. C'est des mecs qui sont dressés à la vente. L'école Xerox. Ouais, exactement, l'école Xerox. Aujourd'hui, ça fait foi, tu vois. C'est-à-dire que tu veux bosser dans une boîte en B2B, ils vont regarder, putain, vous avez bossé chez Xerox. Tu sais que le gars, il est fort. Vous avez la méthode. Exactement. Et nous, vous avez une méthode. Dans la réno de l'habital, bah, ça fonctionne un peu comme ça. Moi, j'ai d'ailleurs eu, je finis le parallèle, puis je te laisse poser d'autres questions, parce que je te dis, moi, je peux faire le podcast tout seul, tu vois. Pas de problème. Je peux poser les questions, répondre et tout. Mais il y a beaucoup de mes clients qui m'appelaient quand j'avais l'agence web marketing, et mon client historique, c'est la rénovation de l'habitat.
ce qui est toujours plus ou moins le cas aujourd'hui. Et en fait, moi j'avais joué un peu là-dessus, c'est-à-dire que j'avais, bon, ça c'est des méthodes market un peu, hein, mais j'avais essayé de retracer rapidement mon parcours sur le site, non pas pour l'ego trip et dire regardez qui je suis un génie, mais pour stimuler ce côté j'ai bossé dans telle entreprise, dans tel secteur, donc c'est quelque chose que je connais en bas de l'échelle, quoi. Et j'ai beaucoup de gens qui m'appelaient ouais, j'ai été sur votre site, j'ai vu que vous aviez bossé dans machin, tu vois. Donc ce qui permet de donner un autre conseil market aux gens, c'est que quand tu te présentes, le tout, c'est pas de sortir les muscles, mais c'est toujours de taper le client que tu veux, comment tu peux le convaincre, etc. Et au final, il y a plein de gens qui m'appelaient pour ça. Ah ouais, vous avez bossé chez Wiclo. Ah oui, ok, putain, je vois ce que c'est et tout, machin. Du coup, vous connaissez un peu notre métier. Et je signais ce type de client-là avec beaucoup plus de facilité que n'importe qui d'autre parce que j'avais une sorte de crédibilité que les autres n'avaient pas. Ah, vous connaissez notre métier, vous allez forcément bien faire le boulot. Ah ouais, je connais le métier, je sais comment vous fonctionnez, même si tout le monde ne fonctionne pas comme Wiclo. Aujourd'hui, c'est des boîtes qui n'existent plus. À l'ère d'Internet, c'est hyper compliqué de faire du R1, enfin, c'est vachement plus compliqué. Donc, tout ça a dû s'adapter, mais ça te montre que les mecs, ça te donne une crédibilité, en fait. Un peu comme Xerox dans le B2B. Tu sais que le gars a des bases, tu vois. Donc, voilà, fin de la parenthèse. Super. Cher Gaël, vous pouvez poser d'autres questions si vous le souhaitez. J'adore, mais tu sais, on a fait 2h30 sur ton podcast, donc on est parti pour longtemps. Exactement. Des digressions, des anecdotes, c'est ça qu'on aime aussi. Justement, du coup, sur la partie, là, tu passes sur de la strat, du conseil. Qu'est-ce que tu apprends à ce moment-là? Qu'est-ce que tu retiens euh, de, de cet univers-là? Tu veux dire de l'univers de tout ce qui est menuiserie, rénovation de l'habitat? Non, non. Quand tu passes, quand tu passes à une autre entreprise, le cabinet de Ouais, conseil, ouais. là, tu changes de métier, tu changes d'approche, tu es plus uniquement un commercial. Mm. Qu'est-ce que tu produis? Comment? Est-ce que ça t'apprend une autre méthode? Qu'est-ce que tu découvres dans cet univers de voilà, conseil et stratégie? Ouais. Écoute, tu t'imagines un soulagement à la base, parce que tu te dis, ouais, ça y est, c'est fini, cette pression, ce boulot-là, machin truc et tout. En même temps, t'as un peu de nostalgie, hein. Tu vois, quand on est parti, on avait fait tout un truc tous ensemble, enfin, c'était marrant. Donc, du coup, effectivement, je me barre, j'arrive dans un cabinet de conseil. J'en profite, même si je citerai pas son nom, pour remercier la personne qui m'avait embauché à ce moment-là, parce que je sais que c'était pas le meilleur moment, mais il l'avait fait quand même. Sachant que, tu vois, en BTS et tout, comme la boîte était liquidée, c'était chiant, faut retrouver une alternance, machin. Donc, merci. Pardon. Merci à lui. Et donc, au final, j'ai été embauché plutôt comme commercial, à la base. Tu vois, le but, c'était de faire du développement commercial. C'était vraiment mon boulot. Et puis, en fait, j'ai fait plein d'autres trucs. C'est là que j'ai appris à créer des sites internet. C'est là que j'ai appris. À l'époque, on avait un projet d'intrapreneuriat qui est un peu mon premier rapport à l'entrepreneuriat à l'intérieur d'une boîte. Et on avait monté une plateforme pour faire un petit peu le WordPress des applications mobiles. J'ai le boulard quand je dis ça, hein. Mais l'idée, c'était un outil pour que n'importe qui puisse créer une appli. Pour tout un tas de raisons, ça n'a pas fonctionné. J'ai détaillé ça. Si ça t'intéresse, on en reparlera, mais je ne vais pas m'étaler ici tout de suite maintenant. Et donc, de fil en aiguille, j'ai commencé à devenir plutôt consultant. Mais c'était pas pour ça que j'avais été embauché. Maintenant, consultant dans la partie plutôt web. Digitalisation, on parlait beaucoup de ça à l'époque, qui est un mot que j'aime pas beaucoup parce qu'il veut rien dire, mais c'était un peu, voilà, c'est de ça qu'on parlait à l'époque. Et du coup, voilà, donc j'ai vendu, donc je faisais à la fois la vente, la création et tout le conseil. Donc on bossait avec des TPE, hein, donc vraiment des petites boîtes. Ok. Faut pas Et imaginer en McKinsey. business traditionnel, physique. Complètement, c'était essentiellement du business traditionnel. Pour te citer quelques clients, tu avais beaucoup de réno de l'habitat déjà, parce que c'est un truc où j'étais à l'aise en fait. J'avais un avantage que mes concurrents n'avaient pas. Et donc, ça se ressentait, c'était facile pour moi en fait. D'où l'intérêt aussi, tu vois, encore une fois, je vais être en boucle, mais j'espère que les gens vont capter ça, tu vois. Tu tapes le client que tu as envie de taper, quoi, tu vois. Si tu es bon dans un truc, va là-dedans, ça sert à rien d'aller essayer autre chose, tu vois. C'est un avantage que j'avais. Il y avait de l'hôtellerie-restauration, du camping. T'avais qu'est-ce qu'on avait, des boîtes de services. Enfin, t'avais vraiment plein de trucs. Tu vois, des comptables. On a bossé pour pas mal de trucs. Les applications mobiles, ça a été un énorme échec
Mais ça m'a appris vraiment pas mal de trucs dans l'entrepreneuriat. Tiens, oui, c'est vrai qu'il faut penser à ça, à ça, à ça, à ça. Sans parler de créer une entreprise, mais de lancer une activité, une marque et tout. Et puis c'est là que j'ai commencé à vraiment me pencher sur la partie marketing pure. Tu vois, à séparer la partie vente de la partie marketing. Et en gros, pour moi, la vente, c'est une sorte d'application terrain du market. Il n'y a pas énormément de différence dans l'absolu. Et si ce n'est dans la forme, donc. Et donc, j'ai commencé à apprendre le market, à m'y former et à me prendre, peut-être pas de passion, le mot est un peu fort, mais c'est un peu l'idée. C'est-à-dire qu'il y avait un vrai centre d'intérêt. Je voulais vraiment performer là-dedans, être bon, comprendre. Et c'est là que j'ai appris pas mal de trucs. Et pour n'en citer qu'un seul, j'ai beaucoup suivi ce que faisait à l'époque Gabriel Dabischwebel, qui est le fondateur de l'agence 1 minute 30, qui est notamment connu pour avoir importé en France l'inbound marketing, ou démocratisé en France l'inbound marketing. Et donc, du coup... Donc, le fait de créer du contenu, de créer une communication, créer des choses pour que les clients, en tout cas les leads et les prospects, viennent à son business. Exactement, ouais, c'est exactement ça. Alors, créer du contenu, c'est devenu la logique à partir de ce moment-là. Donc, tu vois, on est entre le début et le milieu des années 2010. Donc, c'est à cette époque-là que ça arrive en France. Comme quoi, vous voyez, aujourd'hui, ça paraît un truc de fou, ce truc-là, mais c'est très récent, quoi. Et donc, c'est effectivement, alors là-bas, c'était beaucoup les billets de blog, les choses comme ça. C'est devenu les vidéos YouTube aussi. Enfin, il y a toute cette dimension-là. Et en fait, moi, j'ai été élevé un peu par l'approche de ce gars-là. Et que j'ai la chance de recevoir sur le podcast aussi, d'ailleurs, c'est l'intérêt d'un podcast. Et du coup, voilà, je me suis construit là-dedans. Et petit à petit, j'ai dévié. J'ai été un peu plus en profondeur sur un certain nombre de sujets. Et j'ai toujours été quelqu'un qui préférait la partie réflexion, comment faut penser, plutôt que la partie hack, la partie purement technique, où tu te dis, tiens, il faut faire ça, ensuite ça, il faut avoir tel outil, l'utiliser de telle manière. Moi, je préférais comprendre, tiens, pourquoi les gens ont besoin de tel outil, pourquoi il faudrait la jouer comme ci, comme ça, machin. Et du coup, j'ai creusé, j'en suis arrivé beaucoup à la psychologie humaine, qui est un truc qui m'a beaucoup intéressé un peu après quand même. Mais voilà, donc ce que je retiens de cette partie dans le cabinet de conseil, c'est déjà que ça a été une chance pour moi, parce que avec le recul, sur le moment, je m'en rendais pas spécialement compte, mais avec le recul, j'ai quand même eu du cul de trouver cette boîte-là. Pour ça que je tenais. Ça t'a permis de poursuivre et de finaliser ton étude, ton contrat en alternance. Effectivement, c'est une grosse galère en plein milieu de se retrouver le bec dans l'eau, mais donc tu as rebondi et du coup, ça t'a amené une autre approche parce que potentiellement, tu aurais pu faire plutôt carrière sur un seul schéma de vendeur, de commercial, on n'en sait rien. Franchement, Mais sûrement. là, ça t'a amené un autre univers, une autre manière de manager, d'avancer. Ouais, carrément. Et du coup, comment, juste après ce contrat d'alternance, du coup, tu as eu un moment salarié ou tu as tout de suite basculé sur le côté agence et entreprise? Alors, en fait, c'est contrat pro, en fait. Il y en a un qui était un CDD, Ah l'autre ouais? c'était un contrat pro CDI. Enfin voilà, ça c'est du détail, mais on s'en Mmh. fout un peu. Et ensuite, effectivement, donc on a monté avec un associé, on a monté une agence web marketing, qui était en fait le fait que, comme dans le cabinet de conseil, ça prenait beaucoup de poids, l'activité création de sites, développement et tout, qu'on en a monté une agence. Et là est arrivé ce qui est la base un peu de mon business actuel, ou en tout cas le niveau 1, premier level de mon business model actuel, qui était un peu l'externalisation. C'est-à-dire qu'on pilotait les stratégies des clients, on gérait tout le site, etc., etc. Mais non, j'ai pas, enfin, pour des raisons pareilles, à l'époque, ce qui était compliqué, c'est les statuts d'étudiant entrepreneur, les trucs comme ça. Quand j'étais en M1, M2, parce que comme j'étais encore en alternance, il fallait quand même que l'école soit payée. Si moi je faisais avec ma propre boîte, ça marchait pas. Donc on a trouvé des astuces. Je m'étalerai pas sur le juridique là-dedans, parce que Oui, c'est oui. pas intéressant, puis je veux pas qu'ils viennent me chercher. Mais dans l'idée, non. Là, je suis parti dans l'entrepreneuriat, mais de l'entrepreneuriat, au départ, moi, je dis toujours, je suis pas ce guerrier, tu vois, qui est parti en mode, j'étais pas à la rue, tu vois, si je me Tu as plantais, fait j'avais des gens autour de tu pas moi. fait une start-up en hyper croissance, Non, pas du tu tout. pas fait
T'as pas fait le mode Anthony Bourbon, quoi, Ah non, 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 pas du tout. de feed. Non, 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 pas du tout. Très loin de là, d'ailleurs. Mais non, non, on a une petite boîte qui font. On a jamais fait de levée de fonds, tu vois. Je suis un peu de cette école-là, moi, tu vois. Mmh. Puis je fais Le avec mon propre. bootstrapping. Voilà, exactement, le bootstrapping. C'est l'école un peu qui est aujourd'hui représentée par les gens connus. Niveau Anthony Bourbon, en termes de gens connus par les mecs type. Moi, ceux que j'aime bien, en tout cas, c'est Théo Lyon et Mathieu Stéphanie. Il y en a plein d'autres, mais c'est ceux que je kiffe, donc autant les placer, tu vois, clac, clac. Clac, clac. Et donc, ouais, on est monté à notre propre rythme. Alors, on avait de petits revenus. On y allait tranquille. Puis en plus, c'était à l'école, tu vois. Je sais plus quel était le rythme, mais c'était une semaine sur 3. Enfin, tu vois, au final, tu peux pas développer une boîte de la même manière non plus. Pour le coup, ce que je peux te dire, c'est que j'en avais de plus en plus rien à foutre de l'école. Parce que du coup, t'es dans ta boîte. Donc, en fait, putain, t'as des mails des clients pendant que t'es en cours. Bah, tu fais les mails des clients. Hein. Enfin, tu vois, tu t'essaies de développer ton truc. J'ai découvert l'entrepreneuriat par ça, mais je n'avais pas ce côté peur du vide qui te pousse au cul et qui te dit si tu n'y arrives pas, tu ne pourras pas manger. C'est une façon de présenter le truc. C'est un peu extrême, mais c'est l'idée. C'est-à-dire celle que j'ai. Cette peur-là, je l'ai sans jamais vraiment l'avoir eu. Tu vois, enfin, je sais pas trop comment expliquer ça, mais voilà, j'étais toujours un petit peu protégé, en tout cas quand j'étais en alternance, par ce statut qui fait que finalement, je touchais quand même un salaire un peu. Bon, alors tout était dépendant, mais enfin, sans rentrer dans le détail, j'étais pas en mode si je rentre pas d'argent, je peux pas payer, tu vois. Ce que vivent beaucoup de gens et ce que je respecte d'ailleurs d'autant plus maintenant que je l'ai vécu après. Mais au final, voilà, j'étais pas dans cette situation-là, donc faut imaginer un peu une sorte de tranquillité. Puis j'étais étudiant, donc mine de rien, tu restes. Enfin, moi en tout cas pour ma part, je restais quand même un petit peu branleur. J'ai toujours été le plus sérieux possible parce que j'avais un petit garçon. Donc du coup, ça t'oblige à être un peu sérieux. Mais au final, tu, c'est pas pareil. Je pense que c'est pas la même essence. Mais donc voilà. Donc j'étais dans l'entrepreneuriat. J'ai jamais travaillé en tant que salarié dans ces métiers-là, par exemple. Tu vois. Si c'est ça un peu le message, Mmh. en tout cas dans la forme, j'ai jamais travaillé comme marketeur dans une boîte. Tu vois. Et du coup, comment ça se passe entre le moment où voilà, tu n'es plus étudiant et tu es complètement du coup associé, tu voles de tes propres ailes. Mm. Tu, tu, tu te sens à l'aise et tu as confiance dans le développement de l'agence pour poursuivre comme ça ou tu t'es posé des questions? Bon, des questions, tu t'en poses souvent. Puis moi, je suis un type qui me pose beaucoup de questions. Je dis toujours que je suis pas tout seul dans ma tête. Mais non, bah après, de toute manière, t'accélères, t'es content d'y arriver à cette étape-là. T'as terminé un M2. Enfin, quand moi je revois mon parcours, je pense que tu te dis putain, c'est de la folie que moi je sois diplômé d'un bac+5. Quand tu vois ma scolarité, ma dégaine au lycée et mon quotidien au lycée, ça tient de la prouesse, tu vois. Donc, et merci à l'alternance d'ailleurs d'exister, sans quoi je n'en serais pas du tout là aujourd'hui. Donc, tu te poses des questions, maintenant ça se fait assez naturellement, puis tu es content d'arriver à cette étape, donc, et de te dire, ok, ça y est, maintenant je suis entrepreneur, tu assumes un peu plus ce statut, j'ai ma boîte, je fais mon truc, voilà. Alors, tu as un système français qui te permet d'avoir en partie ton chômage, tu sais, quand tu montes une boîte, des machins comme ça. Donc ça m'a aidé aussi, tu vois. Donc pareil, merci à ce système qui est tant décrié et qui permet à tant d'entrepreneurs de monter des boîtes et souvent même de très belles boîtes. Hein. Je connais des gens qui ont de très très belles boîtes qui sont Ouais. partis de là. Donc moi qui tape un peu de temps en temps, je tape assez rarement sur ce sujet-là parce que je pense que c'est quelque chose qui permet de créer de la valeur. En fait, c'est une sorte, je sais plus qui dit ça, mais que le premier business angel de France, c'est l'État. C'est Pôle emploi. Exactement C'est Pôle emploi, par évidemment. ce Mmh. système-là en fait. Et donc j'en ai profité. Alors après moi j'avais des salaires d'alternant, donc si tu veux c'était pas non plus la joie. Hein. Pas te mentir qu'on j'étais pas millionnaire, mais Mais ça fait la base. voilà ça te permet en fait de te dire ok je vis comme j'allais dire comme un clochard, je veux vexer personne, mais c'est une façon de moi c'est ma façon de parler donc voilà. Mais à côté de ça tu es en train de construire un truc et tu t'es pas voilà t'as ce matelas de sécurité. Et donc, on monte ce truc-là. L'avantage, c'est qu'il n'y avait pas besoin d'investissement non plus pour monter ça, comme c'était. Voilà. Par contre, tu vas Oui, plus. c'est du service. Ouais, puis on C'est existait. du service. Tu vois, on Tu existait déjà. agile. Tu avais déjà fait,
tous les tests, les erreurs, tu avais une idée un peu plus précise justement de ce que tu disais, le ciblage, quel est ton client, comment lui parler. Donc en gros, quand tu as, 100 récupéré de tout ton temps, vous êtes 2 Ouais, ou vous êtes on est et deux au vous moment allez où ça vite commence, où je sors et des études. du coup vous embauchez? Et à partir de ce moment-là, on commence. Si je la fais en accéléré, on prend des bureaux déjà. Vas-y, accélère. On prend Ouais. des bureaux à Comment Nantes et puis oui. on prend effectivement des gens pour bosser avec nous, certains salariés, d'autres freelances sur un modèle un peu qui est plus à la mode d'ailleurs aujourd'hui. On était un peu en avance là-dessus. Enfin, je sais pas si on était en avance d'ailleurs, je crois pas. En tout cas, maintenant, ça s'est démocratisé, qui est de dire que tu bosses avec des freelances qui passent 80% de leur temps chez toi. Euh, donc voilà, on bossait pas mal comme ça. On développe le truc autour d'une offre, comme je l'ai dit, qui est de dire on prend en charge tout le marketing des clients. Donc, une offre qui s'est vraiment développée avec avec le fait que je sois à temps plein finalement dans la boîte, si je puis dire. Et puis j'ai commencé à prendre la totalité des responsabilités du truc, mon associé se mettant de côté et étant là uniquement pour ramener éventuellement certains clients, puisque lui avait une autre activité, donc il y a des complémentarités qui se créent, mais voilà, il a été plus dans l'opérationnel en fait. Donc c'est moi qui faisais tout. J'ai pris quelqu'un qui s'occupait des sites, etc., de créer des sites, de faire les designs, etc. Euh, Personne dont je suis très proche aujourd'hui d'ailleurs. Donc tu vois, c'est comme quoi, hein, le boulot. Et puis au final, l'un dans l'autre, après, tu as d'autres personnes, des personnes qui créent du contenu. Nous, notre stratégie était beaucoup basée là-dessus. Donc on a pris des rédacteurs, il y avait des stagiaires. Enfin voilà, après tu connais le développement d'une agence et tout ça a tenu jusqu'à ce qu'avec mon associé, ça castagne sévère. Je vais pas trop m'étaler sur ce sujet-là. C'est un sujet que j'essaie de pas trop aborder, mais j'en ai déjà brièvement parlé dans pas mal de podcasts. Et en fait, voilà, ça a pété. Et le côté, le cool dans le pas cool, c'est que du coup, j'ai stoppé le business model d'agence en fin de l'année 2019, où j'ai acté Ouais. le truc. Et pour rappel, mars 2020, on est tous confinés et ça aurait été la merde. Ça aurait été la merde à gérer. Après, dans l'absolu, je vais être honnête avec toi. Moi, le confinement, je l'ai bien vécu et j'ai rarement pris autant de pognon. Euh, Parce que il y avait beaucoup de besoins, quoi. En fait, c'est con à dire, c'est Ah un peu oui. triste parce qu'il y a beaucoup de gens qui en ont beaucoup souffert. Mais nous, j'avais beaucoup de demandes à cette époque-là. Les gens voulaient communiquer sur Internet, exister, souvent se réveiller en panique. Et puis tu leur dis, bah attendez les gars, ça fait 3 ans que je vous tanne pour faire un site, et là vous me dites qu'il faut qu'il soit prêt dans une semaine. On a un souci, quoi. Donc au final, voilà. Et puis pour permettre une transition, comme je suis sympa, je vais t'offrir une transition toute trouvée. C'est à ce moment-là aussi que j'ai commencé à lancer mon podcast quand il y a eu des premières tensions avec mon associé, plutôt en septembre, je crois, enfin l'été 2019. Du coup, il y a eu des premières tensions, ça a commencé à pas sentir très bon tout ça. Et donc j'avais besoin d'un. J'allais quand même te poser cette question, Dis-moi. est-ce que tu l'as senti venir et que Oui, tu sens toujours, tu sais, cette odeur de poudre un peu. C'est-à-dire qu'avant que ça pète, en général, en tout cas dans mon cas et dans mes expériences, ça n'a jamais pété du jour au lendemain. Ça explose, oui, en fait, du jour au lendemain, mais tu sens depuis un petit moment que ça peut exploser. Voilà le résumé que je peux faire. Donc ça a pété sur donc une connerie. toi tu le sentais et du coup tu avais un petit peu mis, tu avais commencé à te dire: «Bon, bah, si je dois à un moment être indépendant», tu préparais un peu la suite? C'est pour ça que tu crées un média? Non, Ou honnêtement. c'est ta soupape de sécurité, c'est ta soupape où tu dis: «Tiens, je vais me faire un délire, je vais, faire une petite, récréation, j'en ai besoin du Hmm, fun là un peu pour, c'est plus ça. OK. C'est beaucoup plus même pas une cour de récré. Moi, j'utilise le terme échappatoire. Tu vois, bon, ça sentait pas très bon. Il y avait des embrouilles, mais encore une fois, l'agence en elle-même avait pas de mauvais résultats, tu vois. Forcément, quand les deux associés se tabassent la gueule, ça n'aide pas à performer. On va pas se mentir. Mais voilà, c'était pas plus catastrophique que ça ne devait l'être. Enfin, tu vois, c'était une situation normale. On surperformait pas. J'ai jamais été dans l'hypercroissance à mort, comme on citait tout à l'heure certaines personnes qui le font. Moi, ça a jamais été ma spécialité, ni particulièrement ce que j'ai cherché à faire. Donc voilà, c'était pas extraordinaire, mais c'était pas la mort en termes de performance. Par contre, on a perdu un gros appel d'offres à ce moment-là aussi. Mais bref,
C'est pas ça qui a fait le truc. Et en fait, les tensions se multipliaient parce que mon associé voulait reprendre une partie du boulot que j'avais fait. Enfin, il y avait des désaccords vis-à-vis des clients. Tu vois, c'est moi, je dis non à un client et c'est moi qui gère tout le dossier dans l'opérationnel. Et puis l'actionnaire majoritaire pour le coup vient dire au client non mais t'inquiète, c'est bon, on va gérer. Donc le client te rappelle ouais bah en fait c'est bon, faut gérer, faut faire ce que je vous ai demandé machin. Enfin, tu vois, c'est cette truc qui est pas sain, qui est pas pro, qui mène nulle part. Et donc à un moment donné, Et on s'est embrouillé, ça a pété. Mais le podcast est arrivé à peu près à ce moment-là. Mais c'est plus un échappatoire, c'est de dire moi j'ai envie de faire mon truc, de donner mon discours, ma vision des choses, de parler de ce dont j'ai envie de parler, de m'échapper un peu du web aussi et de toute la partie technique qui commençait à me prendre la tête comme jamais. Et ce qui est toujours le cas aujourd'hui, ça me gonfle la technique. Et de pouvoir parler de market en fait. Et avec un ton qui était très différent, un peu moins corporate, de pouvoir être plus détente dans ma façon d'être en fait, là où je me restreignais vis-à-vis de mon associé notamment pour pour faire des concessions. est-ce que, du coup, avant de passer sur le lancement et voilà l'émergence de ce média, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais autrement dans une gestion d'associés, dans une mise en place d'associations? C'est une excellente question que je me suis pas réellement posée fondamentalement. Disons que connaissant le résultat, c'est toujours facile de dire on fera autrement. Si le résultat te plaît ou pas, il est facile Bien sûr. de te dire bon bah comme j'ai pas le résultat que je voulais, fallait que je fasse autrement. Maintenant, je me connais, je sais comment je fonctionne, je peux être quelqu'un d'assez impulsif, assez bourrin. Ceux qui suivent mes contenus savent que je dis souvent ce que je pense et je le fais en général avec le taux de violence nécessaire. Donc je pense que je suis un peu bourrin, un peu brut. Il y a une baston d'ego aussi qui s'est mis en place, tu vois, les deux mâles un peu gogol qui se tapent dessus pour savoir qui est le meilleur. Enfin, j'exagère, je me prends pour un con en disant ça, mais c'est un peu l'image. Donc peut-être que oui, dans les formes, j'aurais dû être différent. Maintenant, tu vois, si je regarde le résultat niveau business, peut-être que j'en serais pas là où j'en suis. Je serais pas là maintenant à parler avec toi de tout ça s'il y avait pas eu ça. Donc pour le coup, ça me rend hyper content, hyper heureux parce que bah je suis très content de ce que je fais aujourd'hui. Par contre, sur un plan purement relationnel, on se parle plus quoi. Hein. C'est blackout total. Ah oui, Donc ça, c'est quelque chose radical. que je vais pas dire que je regrette. J'aime pas trop dire ça. Je regrette parce que je considère qu'après chacun est libre de réagir comme il le souhaite et qu'il a réagi d'une manière qui me paraissait un peu disproportionnée. Surtout qu'après il y a eu tout un tas de coups bas, de machins, de trucs à la con que moi j'ai vraiment pas compris pour le coup. Je suis quelqu'un d'assez rancunier. Donc si tu me la mets une fois, t'auras du mal à me choper une deuxième fois. Donc t'as essayé de me la mettre, bon bah du coup c'est terminé. Mais oui, c'est dommage. Je dirais plus que c'est dommage. Je dirais pas que je regrette, mais je dirais que c'est dommage. Après la relation avec associés, tu vois, c'est quelque chose que chacun a son expérience avec ses associés. Je pense qu'il n'y a pas une bonne et une mauvaise manière de faire. C'est comme il y en a qui disent qu'il faut avoir un associé tech et un associé dev, pardon, et un associé business pour monter une boîte qui fonctionne. T'as plein de contre-exemples de gens qui te disent l'inverse. Moi, c'est pareil, je pourrais te dire, bah moi, ça s'est pas bien passé pour telle raison, donc faites comme ci, faites comme ça. Mais je pense que ça dépend de chacun, tu vois. Je veux pas donner une leçon sur un truc en plus où j'ai été mauvais. Je Ouais, sais pas. c'est déjà intéressant d'avoir, voilà, ce retour d'expérience et et voilà, cette analyse en disant: «Oui, c'est dommage, mais en même temps, ça construit». Et vaut mieux, construire sur ces expériences-là, plutôt que de les ressasser tout De le toute temps. façon, t'as pas le choix. Hein. Du coup Donc, du coup, le podcast, le nouveau marketing, à ce moment-là, sort. Au début, c'est, c'est quoi c'est quoi le la ligne éditoriale et peut-être, l'objectif? À part cet échappatoire, hem, ça tu t'es vraiment servi, on va dire, de ce média pour après rebondir et lancer d'autres choses? Comment ça s'est un petit peu, mis en place? écoute, honnêtement, à la base, il n'y a pas de pensée business particulière. Même si j'avais les idées, tu vois, c'est une époque où je commençais à pas mal regarder. Alors moi, j'ai toujours écouté pas mal de podcasts. Enfin, toujours. Depuis cette époque où je Donc m'intéresse au market un peu, je OK. commence à rentrer dans le podcast. Mais Milieu, peut-être très bien placé pour le savoir.
milieu des années 2010, le podcast, c'est anarchique, quoi. Hein. T'as pas non plus 60 000 Bah contenus. ouais, Enfin, c'est surtout en France. complètement en France, sachant que moi, j'ai pas l'oreille pour écouter vraiment du contenu anglais à mort et tout. Je pourrais, mais déjà pas à cette époque-là, pour sûr. Mais voilà, ça me demanderait trop d'efforts, en fait, et j'arriverais pas, je pense, à en tirer le nécessaire. Je peux écouter des extraits, tout un podcast d'1 heure et demie en anglais. Enfin, à la fin, tu me retrouves, je suis par terre sur le trottoir, t'as vu. Donc, ça marcherait pas, mais oui, à cette époque-là, il y a pas grand-chose. Donc, moi, j'écoutais beaucoup Antonin Larcher, évidemment. Ouais, nouvelle Nouvelle école. École, qui est un peu le podcast, je pense, qui a bercé un peu tout le monde dans le milieu de l'entrepreneuriat. Là-dedans, Nomade Digital, j'ai beaucoup écouté, Marketing Mania. Peut-être que je mélange un peu les trucs. Maintenant, j'écoute beaucoup Génération Do It Yourself. Enfin voilà, je pense que je mélange un peu tout, mais à cette époque-là, c'était beaucoup ça, tu vois. Nouvelle École, Nomade Digital. Bon, de fil en aiguille, machin, je commence à découvrir des univers un peu de la formation en ligne. Et je me dis, tiens, c'est intéressant, je pense que je vais lancer un podcast, comme ça je vais pouvoir dire ce que je veux, faire ce que je veux, sans filtre, personne pour m'emmerder, je fais mon truc, tu vois. Donc là, je me souviens, j'avais acheté un micro direct sur Amazon pour être sûr de pas me déchauffer la semaine Mm. d'après. Je pense que c'était l'été. J'ai refait un dernier épisode de ce podcast-là où j'explique avec les dates clés, tu vois. Mais là, je me souviens plus trop. Mais je crois que c'était l'été que j'ai fait ça, fin d'été, tu vois, ou début septembre. Et je lance le truc. Je fais le premier épisode, qui est nul d'ailleurs, je supporte pas l'entendre, et où j'explique. On déteste tous Ah, c'est s'entendre. infernal ça. Hein. Mais et où j'explique en fait que ce que j'aimerais, c'est voilà, essayer de construire des trucs, faire un peu plus de formation aussi. C'est aussi à ce moment-là que j'ai commencé à donner des cours dans des écoles. Donc j'avais pas mon diplôme depuis longtemps et tout. Hein. Mais tu vois, voilà, ça s'est fait. Comment tu ça j'aimerais bien le creuser. Comment tu donnes des cours en école? C'est tu prospectes, on te contacte? C'est des recommandations? Comment ça se met en place? Ouais, j'imagine qu'il y en a qui prospectent. Tu vois, tu prends tous les responsables pédagogiques, tu leur dis coucou, c'est moi, j'ai envie de donner des cours. Je pense que enfin, c'est un jeu de pêche où ça mord beaucoup, tu vois. Je pense qu'il n'y a pas trop de problème. Moi, j'ai jamais fait comme ça. Moi, en l'occurrence, c'est un responsable pédagogique qui aimait bien ma dynamique, a priori, avec qui je m'entends d'ailleurs bien aujourd'hui. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais on s'apprécie. Voilà, c'est un type que je kiffe. Romain, salut. Et en fait, il est venu me voir, il m'a dit est-ce que ça t'intéresserait, machin, puis on l'a fait, tu vois. Et puis après, j'avais aussi eu des premiers contacts qui à l'époque étaient venus de mon associé, qui avait donné mon nom dans une école. Euh, et donc j'ai commencé à donner des cours dans cette année scolaire. Donc tu vois, c'est dès septembre, c'est avant même que ça explose vraiment, tu vois. Mais si ça se trouve, je te dis une connerie, parce que c'était peut-être l'année d'avant en fait. Tu vois, je mélange tout en fait. Je mélange toutes les dates. Je suis Et pas vieux, mais pourquoi je mélange. Mais donc non, t'as pas besoin et de pourquoi tu prospecter. fais ça? OK, et pourquoi tu donnes des cours? Et c'est là que ça rejoint un peu le podcast. C'est une sorte Ouais. de revanche en un, Mmh. ou plutôt revanche en deux. Et le premier truc, c'est en fait, t'as tellement ouvert ta gueule que est-ce que t'es seulement capable de faire mieux en fait. Tu vois, parce que je suis quand même une grande gueule, moi. Je te dis que si tu me gonfles, je vais te le dire, il n'y a pas de problème. Et je l'ai beaucoup fait avec les intervenants que j'ai eu en école de commerce, où des fois je voyais des trucs, D'accord. ce que moi j'appelle des marketeurs GMS, tu vois. Des mecs qui te racontent des trucs parce qu'ils ont bossé il y a 20 ans dans une grande surface, et que du coup, ils vont t'expliquer des trucs qui étaient peut-être valables en grande surface il y a 20 ans, mais qui est sûrement pas valable quand tu as une agence web en 2015, tu vois. Donc, je voulais, voilà, j'avais été tellement agressif, je suis tellement critique envers le système scolaire au sens large, mais essentiellement, par exemple, les études supérieures, là, dans ce dont on parle, dans la façon dont on apprend le marketing aux gens, que je me suis dit, bah attends, t'as l'opportunité plutôt que tu vois, t'as tellement chié dessus que autant essaye, tu vois. Et Mmh. donc j'y étais avec cette motivation-là. Et donc c'est ça la motivation. Et après, en fait, le truc qui est assez amusant, c'est qu'effectivement, quand tu commences à donner des cours, si ça se passe bien, déjà l'année d'après, ils vont t'en proposer davantage. Et puis les autres écoles vont faire la même chose. Et t'as pas du tout besoin de prospecter. Moi, aujourd'hui, je prospecte pratiquement. Enfin, je prospecte pas. Je l'ai peut-être fait un petit peu au début, tu vois, mettre un message à mon ancienne école, parce que j'aurais bien aimé donner des cours dedans. Ce qui est marrant, c'est que c'est ce que j'ai prospecté que j'ai pas eu, en fait. Mais bon, bref. Et en fait, après, les responsables pédagogiques parlent entre eux. Ah Et ouais. puis, ils donnent ton numéro, tu récupères des trucs. Et puis voilà. Puis après, moi, aujourd'hui, je freine à mort parce que je peux pas faire que ça non plus. Parce que la rentabilité n'est pas extraordinaire rapport à ce que je fais à côté. Mais c'est marrant. Et puis, il y a ce côté un peu revanche de dire, regardez, je me suis fait déglinguer.
Je me souviens encore quand je travaillais chez Huis Clos, que j'étais en grande surface à prospecter, je croise mon prof de physique de l'époque. Un sacré trou du cul, ce mec-là. Et le mec me dit, ah bah, il n'y a pas de sous-métier. Là, il m'avait dit ce truc-là. Comme quoi, tu vois, je t'ai rancunier vraiment et j'aimerais bien le revoir aujourd'hui. Tu vois. Mais bref, tout ça pour dire Ça se que trouve, tu donnes des cours à son fils ou à sa fille. c'est peut-être possible. Bah, j'aurais vu le nom de famille, je pense, j'aurais posé des questions, si tu veux. Mais non, mais c'est À une l'avenir, blague. tu Mais pourras peut-être. Mais effectivement, est-ce que ça te, est-ce que tu es d'accord avec cette idée aussi qu'on apprend beaucoup mieux en transmettant? ouais, bah, je sais pas si on apprend mieux en transmettant, mais je pense que c'est un bon moyen, en tout cas, de mieux intégrer le truc. Moi, ce que j'utilise comme phrase, je sais plus qui a dit ça, mais c'est si tu as bien compris un concept, tu dois être capable de l'expliquer à un gamin de 4 ans. Ou un gamin de 8 ans et il comprend. 4 ans, c'est peut-être un peu extrême. Tu vois? Et en fait, tu te rends compte qu'il y a tout un tas de domaines qui sont facilement explicables quand tu les as bien maîtrisés, même si ça paraît très compliqué. Je prends des exemples extrêmes, mais la physique cosmique, tu vois, les trucs de hyper compliqués de la NASA, comment marche une fusée, machin truc. Et en fait, l'exemple parfait, C'est pas sorcier, tu vois, cette émission qui a bercé moi mon enfance et que je fais encore regarder à mon gamin et que des gens de notre âge regardent et t'apprends des trucs. Et en fait, le mec, il te prend des maquettes avec des Playmobil et des Lego et il te fait comprendre comment marche le système solaire. Bah ça, c'est l'apogée en fait. Et eux, ce qu'ils font, c'est de la transmission de connaissances. Et en fait, pour vulgariser, qui est un peu mon domaine aujourd'hui, pour vulgariser une idée, bah t'es obligé de la simplifier à mort. Et pour ça paraît tellement facile de faire ça. Et en fait, quand tu dois le faire vraiment, tu te rends compte que c'est très compliqué, beaucoup plus compliqué que de sortir les mots techniques et d'expliquer des grandes phrases que t'es pas vraiment capable de réexpliquer en dessous. Et donc, quand tu gardes que le truc hyper simple, bah c'est beaucoup mieux. Donc, en ce sens, je pense que oui, quand tu donnes des cours, ça t'oblige, en fait, déjà, moi, ce que je dis toujours, c'est que ça m'oblige déjà à rester à la page. Parce que tu es obligé de remettre en place tes références. Tu vois, moi, les références que je faisais avant, là, j'ai des gamins en cours, ils sont nés après Kylian Mbappé, tu vois. Donc, ils ont pas vu 98, Ardisson, ils savent pas qui c'est, Claire Chazal, ils connaissent que dans la chanson. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Ah t'as ouais. pas les rêves comme eux, tu vois. Et donc, du coup, bah, t'es obligé de... C'est con ce que je dis là, hein. Les gens vont se dire, il est cinglé ce gars-là ou quoi. Mais en fait, le truc, c'est de Non, comprendre que c'est basique. t'es obligé de tout le temps trouver une autre façon d'expliquer la même chose, en fait, pour qu'elle matche mieux. Et c'est quelque chose qui est pas si simple que ça, qui nécessite quelques efforts, parce que tu vois, il y a beaucoup de gens qui vont dire, ouais, les cours, c'est tout le temps les mêmes. Dans l'absolu, c'est vrai, tu vois, tu changes pas ton cours. En fait, la façon, enfin, en tout cas, moi, c'est ma façon de prendre le truc. Moi, j'ai un cours avec moi, ça se vit, c'est pas, je suis là avec mes slides, je te passe mes trucs et tout, c'est un moment, tu vois. Enfin, j'espère qu'ils le kiffent le moment. Pas toujours, bien sûr, ça reste des étudiants, mais tu vois l'idée. Et au final, tu es obligé de remettre à jour toujours tes exemples, tes analogies, tes caricatures. Il y a des trucs que tu pouvais dire avant que tu peux plus dire aujourd'hui. Moi, je Ouais. le dis toujours, je suis un malade, mais il y a plein de trucs où tu fais vachement attention, tu vois, à ce que tu dis maintenant, etc. Donc, pardon. Donc, du coup, tout ça, ça change pas mal de choses et ça t'oblige à te remettre tout le temps en question. Donc, en ce sens, oui, je pense que transmettre, faire de la formation au sens large, en école ou pas, hein, eh ben, ça t'oblige à rester à la page, en tout cas, de ta thématique. L'avantage, je dirais, que tu as, parce que je fais aussi de la formation professionnelle, même si j'en fais beaucoup moins aujourd'hui, c'est que dans les entreprises, les mecs qui sont calés et qui veulent vraiment le truc, si tu dis de la merde, ils vont te le dire. L'étudiant, il sait pas, tu vois. C'est comme un Ouais. prof de piano. C'est quand même plus cool. T'as pas besoin d'être bon en piano pour donner des cours de piano. Faut juste avoir une leçon d'avance sur l'élève, en gros. Donc bah voilà, bah, c'est ça le truc, tu vois. Donc, mais c'est chouette, c'est rigolo. Là, pour le coup, pour moi, c'est plus une récréation et un moyen de rester connecté à des étudiants qui seront mes concurrents de demain, mes partenaires de demain, etc., etc. Donc du coup, bah tu vois un peu ce qui se fait, tu vois leur façon aussi. Moi, je m'intéresse beaucoup à ça, mais la façon dont ils se comportent. Et donc, ça me permet de récupérer beaucoup d'informations sur comment la génération X ou Y, machin truc, je sais même pas où on en est, se, voilà, se comporte, s'informe, se développe ses compétences, passe ses loisirs, etc., qui, moi, vont me servir derrière dans la manière dont je markete mon activité, mais aussi, bien sûr, celle de mes clients.
Parfaite transition. J'allais te poser ce sujet-là. Est-ce que au moment où tu développes donc ce podcast, que tu fais une transition sur une activité indépendante, euh, ce qui est compliqué souvent, c'est d'être on dit souvent voilà le cordonnier le plus mal chaussé. Hmm. Est-ce que tu fais et tu appliques tout ce que tu connais au niveau marketing? Est-ce que tu te l'appliques à ce moment-là et du coup, comment tu marketes ton activité et ce podcast? À la base, je le prenais tellement pas au sérieux en termes de business que je fais tout à l'arrache. Et Ok, sur d'accord. la marque, le nouveau marketing que les gens connaissent aujourd'hui, j'ai toujours fait du contenu à l'arrache. Et c'est quelque chose qui me plaît parce qu'il n'y a pas de prise de tête, je fais mes trucs. Si ça plaît pas aux gens, ils se barrent, tu vois. Donc j'ai jamais trop soigné ce côté-là, en tout cas au moment où je le lance. Et puis au fur et à mesure des années, notamment quand j'ai commencé à faire des interviews, etc., tu es obligé de cadrer un peu ton truc, tu essayes de valoriser un peu le contenu que tu peux faire. Moi, je suis paradoxalement très mauvais pour faire tout ça. Euh, C'est-à-dire que je poste une petite vidéo sur Facebook, et fin de l'histoire. Enfin, même pas sur Facebook, sur LinkedIn, pardon. J'utilise que LinkedIn. Je déteste les réseaux sociaux, donc j'y vais pas. Même si probablement que ce serait mieux si j'y allais. J'y vais pas, tu vois, je m'en fous. Donc j'ai très mal marketé ce concept-là. Le seul truc que j'avais pas trop mal fait, c'est le référencement naturel, puisque c'est des expériences que j'avais du passé, donc je Ouais, sais ça, comment tu faire. maîtrises. Sans faire d'efforts. Honnêtement, si je voulais être premier sur tout le nom des épisodes de podcast, je pense que j'aurais aucun problème pour y aller. Donc j'ai jamais fait l'effort mais j'ai pas les défauts de certains Oui, oui. qui n'ont pas, qui savent pas. Donc tout ce que je peux maîtriser, je le fais. J'ai pas fait d'efforts, j'ai pas cherché à développer, j'ai pas investi là-dedans. Voilà, j'ai pas fait les grosses erreurs qui me permettent de pas être freiné en tout cas. Mais donc non, j'ai hyper mal marketé ça et je m'en suis rendu compte assez récemment. On a eu l'occasion d'en discuter à de nombreuses reprises d'ailleurs. Tu fais partie de ceux qui m'ont un peu avec lesquels j'ai beaucoup échangé sur cette thématique et je me suis rendu compte, tu vois, après, alors là, je fais un bond dans le futur, mais après 2 ans, voire même 3 peut-être de podcast, 3 saisons d'interviews, et ben en fait, je me rends compte que ça m'apporte pas un business de fou. J'ai même, je crois que dans l'épisode où je te reçois sur le podcast d'ailleurs, je dis que j'y crois pas au fait que le podcast est un levier commercial et que les exemples qui prouvent le contraire sont les exceptions qui confirment la règle. Mathieu Stéphanie, entre autres. Et en fait, de nos échanges est née un petit peu cette variante où en gros, tu me piques un peu en me disant, est-ce que tu le fais comme ça? Oui, mais est-ce que tu penses si comme ça et machin truc. C'est vrai qu'avec le recul, j'ai toujours considéré le podcast comme un trip pour moi. Au début, c'était un échappatoire, et ensuite, c'est devenu le moyen de parler à des gens auxquels j'aurais jamais parlé si j'avais pas pu le faire. J'ai parlé à Alex Borto, j'ai parlé à Gabriel Dabischwebel, j'ai parlé à Théo Lyon, à Greg Lagrange, qui est celui qui m'a appris, qui m'a fait comprendre que le marketing, on pouvait le faire en disant des trucs comme je le dis aujourd'hui, ça a été vraiment ma grande libération, ce truc-là. Enfin, j'ai parlé à plein de gens trop cool, à qui j'aurais jamais pu parler sinon. Et en fait, ce que tu m'as fait comprendre, c'est que j'ai jamais imaginé faire autrement, tu vois. Enfin, pour moi, c'était juste un truc cool que je faisais pour moi. Je me disais pas, tiens, les gens, en fait, c'est trop long. Tiens, je pourrais découper les épisodes et puis en fait, j'aurais plus d'écoute. L'algorithme me mettrait plus en valeur. Ça, je m'en foutais complètement. Tiens, je pourrais me casser un peu le cul pour avoir un meilleur son. Moi, je m'en fous de ça, tu vois. Je faisais mon truc pour discuter avec le gars. Et puis après, tu publies, il y a des épisodes qui marchent bien, hein. Mais voilà, je m'en foutais, tu vois. J'ai même jamais regardé les chiffres des épisodes. C'est un truc dont je me fous complètement. Je faisais une page sur le site pour que ce soit propre, carré, mais c'est plus pour remercier l'invité quelque part, de lui dire tiens, je t'offre un peu de visibilité. Je partageais ça dans ma newsletter. Enfin, j'ai jamais vraiment marketé le podcast. Et là aujourd'hui, j'arrive donc avec un nouveau podcast puisque j'ai clôturé le podcast LNM il y a quelques jours ou semaines à l'heure où va sortir cet épisode. Et en fait, je suis arrivé à quelque chose d'un peu plus construit, où pour le coup, je fais l'inverse un peu, c'est-à-dire que j'essaie de faire un contenu qui est beaucoup moins à l'arrache, où il y a plus d'écriture, plus de recherche,
dans un style plus de mini-série, donc peut-être des formats plus faciles à écouter pour les gens, tu vois, de 8-10 minutes. Bon, et sans interview, un peu plus solo, plus régulier aussi. Voilà, plein de choses qui font que je vais pouvoir enfin savoir et me faire ma propre avis. Je dis toujours aux gens, soyez bons sceptiques, et quand vous ne croyez pas à quelque chose, faites-le, et vous verrez bien si vous aviez raison ou pas. C'est ce que j'ai fait sur le podcast, et donc je verrai si, pour moi en tout cas, ça peut être un levier de développement commercial, mais pour répondre encore une fois de manière très longue à ta question, j'ai très mal marketé ce podcast et je me suis jamais posé la question de le marketer réellement. Et en fait, ça m'a servi de base à l'activité, le nouveau marketing qui est venu après, où j'ai fait un peu de formation en ligne et où j'ai commencé à faire du mailing quotidien, qui est le truc game changer de ce que je suis devenu aujourd'hui, c'est grâce au mailing quotidien. Donc voilà. Encore une fois, transition parfaite. C'est un métier, hein. C'est ça. Déjà que j'ai peu de temps de parole dans cet épisode, si en plus les transitions sont amenées comme ça, moi j'ai juste à rebondir, je te relance sur un autre sujet, c'est vraiment génial. Non mais c'est effectivement, il y a deux gros sujets sur lesquels aujourd'hui tu as, tu as une différence, une unicité, vraiment quelque chose à partager. Ta manière de rédiger, de structurer, d'être très régulier sur cette newsletter. Euh, le ton, je pense que ça, ça, tu l'as marketé par rapport à une personnalité, par rapport à une envie. Euh, tu, il n'y a pas de faux semblants là-dessus. Et justement, après, on viendra sur ton offre phare que tu as pu développer aussi sur cette unicité. C'est du papier, donc on va y venir. Euh, Comment tu te bottes, tu te chauffes à lancer et à rédiger, à envoyer un mail par jour? Écoute, au début, j'avais lancé donc une newsletter où je faisais peut-être 1 ou 2 mails par semaine, je crois. Donc, ce qui est déjà beaucoup pour beaucoup de gens. Et C'est déjà une belle régularité, ouais. ouais, ne serait-ce qu'à la base, tu vois, pour partager les trucs du podcast. Et déjà, je place une petite erreur que des gens font comme ça me permet de donner un petit tip, tu vois. C'est qu'à la base, ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris, par exemple, toute la newsletter de l'agence et je l'avais remis dans ma liste email à moi. C'était pas énorme, mais tu vois, voilà, j'avais fait ça. Et puis pris un outil à la con où j'avais fait un export de tous mes contacts LinkedIn, j'avais récupéré toutes les adresses mail et j'avais tout mis ça dans ma liste email. Tu vois, déjà j'ai commencé par faire ça. Pire connerie à faire de tous les temps, parce que ça me permettait de dire putain, j'ai 10 000 personnes sur ma liste, je suis un show. Tu payes une fortune d'autorépondeur. Ouais. Et puis tout le monde Pas s'en branle de qualifié. ce que tu racontes. Donc c'est-à-dire que tu as un taux d'ouverture immonde, un taux de conversion qui frôle le néant. Enfin, ça sert à rien. Donc j'ai très rapidement compris, c'est une de mes chances que j'ai pas payé cher longtemps d'autorépondeur, qu'il fallait que je nettoie toute cette merde. Et j'ai gardé ce côté un peu contre-intuitif dans mes approches. Parce qu'aujourd'hui, je vois encore beaucoup de gens. Alors, il y a plein de gens qui vont te dire la qualité vaut mieux que la quantité. Et quand tu creuses, ils font tout l'inverse. Toute leur strat est basée sur l'inverse. Bon, bref, je cite pas de nom, je suis sympa. On n'est pas là pour se taper dessus. Mais sachez que ça existe. Donc, et il y a plein de gens qui veulent avoir toujours plus de trucs, c'est normal, tu vois. Bon, moi, je suis Ça, c'est l'ego qui parle, mais exactement. effectivement, il vaut mieux avoir 100 personnes qui te lisent que 1000 personnes qui n'ouvrent pas ton contenu ou qui ne t'écoutent pas. Exactement. Le but du jeu, c'est d'avoir en fonction de vos objectifs. Moi, l'objectif, c'est le chiffre d'affaires. Le but du jeu, c'est que j'ai le plus de personnes possible qui achètent. Et de manière très contre-intuitive, il est beaucoup plus facile de vendre à 10 personnes. Enfin, il est beaucoup plus facile, non, mais tu peux très vite te retrouver à... Enfin, la plupart des gens que je vois qui vendent bien, qui ont des beaux taux de conversion, ils n'ont pas beaucoup. Ils ont des petites listes email. Puis après, bah forcément, si tu gardes le même taux de conversion, bah si tu as 40 000 mecs sur ta liste, tu fais un carnage absolu. Et il y a des mecs comme ça en France, il y en a très peu, tu vois. Les deux gros de cette thématique-là, j'ai envie de dire, c'est Antoine BM, qui doit avoir une énorme communauté de 40 ou 50 000 mails, et qui, lui, oui, prend des dizaines de milliers d'euros à chaque lancement.
parce que le taux de conversion est bon et qu'il est énorme. Mais à cette exception-là, faut partir du principe que si tu as 1000 mails, a priori, tu vis bien de ton activité, hein, si les 1000 mails sont bons. Donc, j'ai pas du tout fait ça au départ. J'ai fait vraiment de la merde parce que j'y connaissais rien en emailing, en fait. Et donc, j'ai lu les articles à la con que tu vois partout. Tout le monde a son article sur comment envoyer une newsletter. Des trucs qui, pour moi, n'ont aucune valeur. Qui, maintenant que je le sais en plus et que j'ai suffisamment de prétention sur ce sujet-là pour faire partie des gens qui ont envoyé le plus de mails dans l'année. Je connais personne autour de moi qui envoie ne serait-ce que la moitié de ce que j'envoie. Je suis à pas loin de 1000 mails sur 2021, tu vois, entre moi et mes clients. Donc, j'ai une prétention sur ce sujet qui est énorme. Oui, mais qui est basé voilà, sur du concret. Complètement. Et donc, pour répondre à ta question, encore une fois, t'as vu comment je pars loin, mais c'est un problème avec ça. Faudrait que j'aille voir un psy. À mon avis, c'est un psychiatre qu'il me faut. C'est le podcast, le psy. Ouais, c'est ça. C'est le podcast. Là, tu décharges, tu déballes, tu souffles. S'il y a un psychiatre qui écoute, il serait peut-être intéressant de me contacter. Mais bref, du coup, au début, je fais un ou deux mails par semaine, mais je décide vraiment de miser la strat là-dessus, tu vois, sur l'email. Parce que j'avais des facilités à écrire, c'était un format qui me plaisait bien. Je me suis dit, allez, feu. Beaucoup de gens m'ont dit à ce moment-là, enfin beaucoup de gens, les gens autour de moi me disaient, attends, l'email, t'es sûr, l'email, c'est pas très moderne comme approche, machin, nouveau marketing, l'email, enfin tu vois. Et en fait, je leur ai dit, bah moi j'y crois, je fais mon truc, on verra bien, tu vois, puis sinon voilà. Et rapidement, donc je crois que j'ai dû faire 6 mois à peu près comme ça, avec plus ou moins de régularité, j'imagine, mais globalement ça devait être 2 emails par semaine. Je suis passé en septembre de je ne sais plus quelle année, 2020 je pense, donc 1 an après avoir lancé le truc, globalement, je suis passé en mode un email par jour. Email par jour que j'envoie toujours aujourd'hui, donc 2020-2022, on est bientôt en 2023, peut-être même qu'on y est au moment où vous écoutez cet épisode, les amis. Donc 2023, ça va faire bientôt 3 ans que j'écris un email par jour, sauf le week-end parce que je prends mes week-ends, pas full Lascar, mais donc voilà. Et donc, et donc ta question, c'était t'es chauffé. C'était ça. Donc tu t'es chauffé. Donc je comprends que c'était une. Tu avais misé sur cette strat. Tu étais à l'aise avec l'écrit. Euh, comment ça réagit? Est-ce que tu vois, justement, après avoir fait le tri, de cette liste, tu atteins, régulièrement, tes objectifs, tu attires, régulièrement ces abonnés, ces mails et qu'est-ce que tu mets en parallèle du coup pour, faire du CA? Tu fais de la formation? Qu'est-ce que tu Ouais, ok, Comment je vois le tu fais schéma. avancer ces 2 schémas? Podcast, première pierre. Premier truc où je me sors les doigts du cul, je me crée l'image, etc. Ensuite, je partage ces épisodes dans une newsletter que je commence par faire n'importe comment, puis que j'anéantis complètement. Mais sincèrement, j'ai envoyé 2 mails ou 3 mails, tu vois, c'est pas plus. Et j'ai dit, vas-y, c'est l'enfer ce truc-là. Puis tu reçois des mecs qui te répondent, ouais, vous êtes qui et pourquoi vous m'envoyez un mail gros spammer. Non. C'est des trucs, j'ai envie de dire, clique sur se désinscrire, puis me fais pas chier, tu vois. Bon, bref, ils font le truc. J'ai dit, vas-y, j'enlève tout. Je recommence tout à zéro. Je repars donc avec une liste email où j'avais 15, 20 personnes, tu vois, au début, t'as ça, la honte, hein, tu vois. Puis je faisais pas mal d'événements un peu à droite à gauche physiques sur Nantes, petit à petit les gens, ou des webinars aussi, tu vois. J'ai pris pas mal d'adresses mail sur des webinars. Et donc les gens s'inscrivent, puis j'arrive, je pense, à un niveau peut-être de 200 ou des trucs comme ça. Et arrivé à ce moment-là, je me dis, bon ok, je vais lancer des produits pour aller avec le podcast et aller avec le truc tu crées. Puis le podcast m'a sûrement ramené quelques adresses mail aussi d'ailleurs, tu vois, je le cite pas, mais probablement un peu. Et bon, de fil en aiguille, je commence à lancer des premiers produits, donc formation en ligne, je tarifais ça à 199 € avec des tarifs de lancement en général autour de 79, peut-être même un peu moins au départ, tu vois. Et je vends ça par mail. Et puis, pareil, pour la faire en accéléré, bah, tu te rends compte que t'en vends 1, t'en vends 5. J'ai encore la date de la première vente, tu vois. Parce que je me suis dit, si un jour je deviens un mec sérieux là-dedans,
Je pourrais m'en souvenir. Il faut le partager. Exactement, tu vois. Donc j'ai cette date. Et donc, vas-y, partage. Je ne sais Je te plus fais cet je honneur. ne sais même pas quelle est cette date aujourd'hui, mais elle est sur mon téléphone, tu vois. Je sais qu'il y a écrit date de ma première vente. Ça doit être en septembre ou un truc comme ça. En Non, ou 2020. novembre, un petit peu après, parce que j'ai dû commencer. Non, en 2019, ça devait être, c'est venu assez vite. Oh, je sais même plus. Tu sais quoi, je veux même pas dire de conneries, je sais plus. Mais il y a la date dans mon téléphone toujours. C'est de dire si c'est important pour moi, mais je l'avais noté, tu vois. Je fais ça avec tous mes business, de toute façon. Et j'ai encore des alertes de tiens, j'ai lancé tel business à tel moment, et en fait, le business n'existe plus. Mais bref. Et en fait, ce que tu te dis de manière très con, moi je suis un type très, très con en fait. T'arrives à en vendre une, t'arrives à en vendre 5 des formations sur ton lancement, tu peux très bien en vendre 200, tu vois. Enfin, si t'en vends 5, pourquoi pas, tu peux facilement faire le double, tu vois. Un business qui marche pour 20 personnes marche forcément pour 50, tu vois. Il suffit de doubler. Et donc, je me suis dit, OK, il faut que je trouve une solution pour taper beaucoup plus fort. Petit à petit, avec mon activité un petit peu à côté, parce que là, j'étais en transition aussi. Il faut voir la transition entre le modèle agence et le modèle indépendant. Donc, j'étais quand même dans des structures de coûts compliquées. Donc, j'ai pas été aussi vite que ce que j'aurais. Voilà, maintenant que je sais ce que ça donne, encore une fois, c'est facile de dire, putain, j'aurais pas dû m'emmerder, j'aurais dû faire ça dès le début et j'aurais gagné 6 mois. Bon, j'ai pas fait ça. Et puis, en septembre, à sortie d'un été, pareil, je me dis, putain, faut que je fasse de l'email quotidien, en fait. Parce que je me suis rendu compte que quand je faisais des lancements, j'avais un mail par semaine, 1 ou 2 mails par semaine, et quand je faisais des lancements, des fois, j'envoyais 5 mails, un mail par jour, en fait. J'éclatais les ventes. Les ventes explosent. Ah, je dis, putain, attends, j'ai dû faire ça une ou deux fois, tu vois, peut-être même qu'une seule fois. Et je dis, sûrement avant l'été, probablement. Putain, je passe mon été, je me détends, je dis, vas-y, j'envoie plus de mails. Et à la rentrée, je dis, putain, vas-y, je vais envoyer un email par jour parce que ça va forcément cartonner. J'arrive, je lance mes trucs. Et là, bah, c'est là que tout a explosé parce que t'as un positionnement qui est pas unique parce qu'il y en a d'autres qui font de l'email quotidien, mais t'as un positionnement très à part. Moi, je pars du principe que si tu parles tous les jours sur un sujet, base de l'inbound marketing, en fait, si tu parles régulièrement, et en l'occurrence tous les jours sur un sujet, a priori, t'es à peu près crédible. Si tu fais ça 3 mois, tout le monde peut faire. Là, ça va faire 3 ans que je fais ça. A priori, t'es crédible sur le sujet. Et puis, tu restes dans la tête des gens. Exactement. Tu as le côté répétition qui est hyper important en market, en publicité, etc. La publicité est importante. Donc, les gens peuvent pas te zapper. Après, ils peuvent très bien se désinscrire. Moi, ce que je dis toujours, c'est que j'encourage la désinscription. La désinscription est pour moi une bénédiction. Là où, pareil, la plupart des articles de blog te diront voilà ce qu'il faut faire pour pas avoir de désinscription. Non. Moi, je dis favorise-les et plus tôt tu les as, mieux c'est. Mais bref, le modèle était le suivant. J'envoie un mail, je fais une vente. J'envoie 5 mails, je fais 5 ventes, quoi. J'exagère, parce que c'est pas aussi limpide que ça, mais c'est l'idée. Et ben voilà, donc j'ai commencé à envoyer un email par jour. Je m'en suis jamais réellement lassé. T'as peut-être une ou deux périodes où tu te dis, putain, ça fait un peu chier. Mais au final, maintenant, ça s'écrit très facilement. J'essaie d'écrire le jour pour le lendemain. Comment tu le fais? Ok, le jour pour le lendemain. Tu as essayé d'autres approches? C'est celle-là que tu préfères? Quand je fais des gros lancements, ce que j'ai pas fait depuis très longtemps, mais quand je fais des gros lancements, je prépare les séquences. Donc, je vais préparer une dizaine de mails sur la semaine. Là, les gens flippent. Hein. Mais ouais, 2 mails par jour facile, et même le week-end pourquoi. Donc, il m'est arrivé d'envoyer. Il faudrait que je regarde la plus grosse séquence, mais j'ai dû envoyer 14 mails en une semaine ou un truc comme ça, 2 mails par jour en fait, lundi, dimanche. Et ça, c'est. Ah, t'étais énervé là. Ouais, mais en fait, tu te rends compte, mais c'est ça qui est ouf, c'est que les gens me disent putain, mais t'es malade, 14 mails, tu te rends pas compte. Il y a encore plein de gens qui me disent un email par jour, mais c'est beaucoup trop. On pourra jamais tout lire. On s'en fout. Ce qui compte, c'est est-ce que tu atteins ton objectif? Bah moi personnellement, oui. Ça me donne une crédibilité vis-à-vis de mes clients qui me font vivre aujourd'hui, donc mes gros clients dont je me charge du marketing. Et puis, ça me permet de vendre beaucoup plus facilement mes produits, mes presta coaching que j'ai lancés derrière. Je fais pas tout le topo et les marketing papers dont j'ai bien compris que tu voudrais qu'on parle tout à l'heure. Donc, qui est mon offre phare. Donc, en fait, je vends ça beaucoup mieux en vendant une fois par jour. Puis, j'apporte beaucoup plus de valeur aux gens parce que tu peux aborder des sujets qui sont un peu plus dans la réflexion et pas... Parce que si tu donnes des tips, tu peux pas envoyer un email par jour pendant 3 ans. C'est pas possible. Ou alors, tu es obligé de remettre à jour un mail que tu as déjà envoyé, ce que moi, je fais pas, tu vois. Je prends pas des emails... Ce qui pourrait être bien, tu vois, si je pensais business pur, bah voilà, ça y est, j'ai des 1000 mails peut-être pour le nouveau marketing en 3 ans. Tu recycles et hop. Je te fais une séquence, tu peux tourner 3 ans avec des emails quotidiens.
je pourrais faire ça, tu vois. Les mecs sont pas prêts de revoir un mail, tu vois, s'il y a 3 ans de contenu. Mais non, je préfère être dans mon mood du moment. C'est pour ça que j'écris le jour pour le lendemain, dans l'idéal. Hein. Il m'arrive des fois j'ai des idées, hop, j'ai 2-3 mails qui sortent, voilà, ça arrive. Hein. Mais dans l'idée, j'essaie d'écrire le jour pour le lendemain. Comme ça, je suis dans mon mood du moment, je suis dans le trip, je peux rebondir sur les actualités. Voilà, je suis dans mon truc et ça me plaît parce que ça me permet de. Je sais plus qui m'a dit ça. Je crois que c'est Alex Borto qui me disait ça sur le podcast justement. Tu vois, comme quoi j'apprends des choses dans mon podcast que je mets en pratique. Il m'a dit ce qui est fort, c'est d'arriver à documenter en fait ta vie. C'est-à-dire, c'est pas tu crées pas de contenu, tu documentes ton quotidien. Et en fait, à travers les emails privés, ce que je fais, c'est que je mets sur pas sur papier, mais je couche dans un email euh, Une ce que je fais, réflexion ouais, ce que j'ai dans le cerveau au moment M, comme je dis. Moi. au moment M. Donc, tu vois, c'est Ok. ça le truc. Et donc voilà. Et en fait, la raison pour laquelle je passais au mail quotidien, c'est parce que ça marche mieux. Et je pense que tous les gens qui font de l'email quotidien font pas ça parce qu'ils trouvent ça marrant d'écrire tous les jours. C'est que non seulement ça marche mieux, puis un autre point, et une autre citation qui vient celle-ci d'Oussama Hamar, qui dit quelqu'un qui fait la même chose tous les jours développe des pouvoirs magiques. Et personnellement, je connais personne qui a pas besoin de pouvoir magique. Donc, je fais ça tous les jours et j'imagine que ça me rend pas trop mauvais dans l'exercice. Donc voilà, je ne comprendrai jamais les gens qui n'envoient pas un email par jour, qui envoient des mails mais qui le font pas tous les jours. Et s'ils le font pas, c'est que c'est pas un levier business. Après, tu peux très bien dire je fais pas de business avec ça et ça c'est ok. Mais ceux qui veulent faire du business avec l'email et qui n'envoient pas tous les jours, ils se plantent. Je peux le dire à peu près très sereinement. Après, la plupart des gens ne font pas de business avec l'email. Hein. Attention, tu as des newsletters qui sont purement informatives, très corporate. Tu peux pas envoyer tous les jours. Et tu ne peux pas non plus envoyer tous les jours si tu fais que de la vente. Que de la vente, que de la vente. Moi, je vends dans pratiquement tous mes mails. Ça s'est calmé depuis 1 an parce que j'ai moins de produits. Mais je vends dans pratiquement tous mes emails. Mais c'est pas des emails de vente pour autant. C'est un modèle que... Tu vends un appel à l'action. Exactement. Enfin, je vends un appel à l'action. Disons que j'ai souvent un produit derrière. Encore une fois, je dis ça, mais ça s'est calmé depuis 1 an. Mais j'ai toujours un produit à vendre. Par contre, enfin, produit-service. Mais par contre, je le fais d'une certaine manière, tu vois. Et je pense que les gens qui lisent mes emails comprennent ce que quand je suis en train de te dire ça, ils comprennent, tu vois. J'ai une façon de dire le truc. C'est-à-dire que moi, je suis dans un modèle qui est celui de l'infodivertissement, où il faut de l'information. Il faut que le mec qui lit le mail, il apprenne un truc. Il faut du divertissement, il faut que ce soit fun et agréable à lire. Si on se fait chier, bah t'en lis 2 puis t'arrêtes. C'est hyper chiant, hein. Des contenus qui sont hyper poussés sur un sujet par un mec hyper calé, ça peut vite être hyper chiant. Rappelle-toi un prof d'histoire. Le prof d'histoire qui maîtrise très très bien l'histoire, qui est chiant à mourir, tu l'écoutes pas. Le prof d'histoire qui connaît peut-être un peu moins bien, qui a peut-être pas toutes les références et qui des fois fait un raccourci un peu rapide, mais par contre, quand il parle de Napoléon, il a un chapeau, il a la main dans la poche et il monte sur la table. Ah, ça y est, tu vois, c'est lui que t'écoutes direct. Donc, ce côté un peu divertissement, et puis le côté vente, parce que il faut que tout ça amène à un business model et amène à te faire vivre, parce que tu vois, moi je vis pas de mon contenu comme sur Twitch où les mecs me filent du pognon, tiens c'est cool ce que tu fais, et j'ai pas de problème avec ça, au contraire je trouve que c'est hyper passionnant comme business model à étudier, mais moi c'est pas mon business model, moi c'est je vends des produits derrière ou des prestations de services, et c'est ça que qui rémunère en fait le contenu que je produis. Oui, oui. C'est ça qui est vertueux dans ton écosystème que tu as construit. Il y a une chose que j'ai remarqué justement dans ces mails, souvent le vendredi, tu partages des exemples très concrets que tu vois passer de publicité Ouais. ou en tout cas d'exemples marketing forts sur lesquels tu t'appuies. Est-ce que ça, c'est venu naturellement, on va dire, toute cette veille que tu fais, est-ce qu'elle vient à toi naturellement et tu as un petit carnet et tu notes un petit peu tous ces exemples que tu as envie de partager? Est-ce que tu as une base, on va dire, une bibliothèque de, de, Hmm. de pubs ou d'exemples que tu tiens à jour? Ou voilà, encore une fois, c'est très fluide, très naturel et ça vient semaine après semaine?
Les deux, mais effectivement, moi, je suis quelqu'un qui prend beaucoup de notes, enfin, qui a appris à prendre des notes. J'ai des périodes, des fois, j'en prends pas, et puis des fois, j'en prends beaucoup. J'ai du mal à être très rigoureux là-dessus, mais effectivement, je prends des notes. Moi, j'utilise une application qui s'appelle Bear, avec un petit ours, qui Ouais. permet de classer ça avec des hashtags, donc de retrouver par thématique et machin. Et effectivement, un des rares réseaux sociaux que j'aime utiliser, je mets vraiment des guillemets là-dessus, c'est Twitter. Et sur Twitter, il y a plein. Alors, tu composes un peu ton feed. Et moi, je suis pas mal Ouais, il de. faut éduquer. Ouais. Puis faut pas lire trop longtemps. Mais moi, j'aime bien parce que t'as quand même pas mal d'actu qui sont poussés, tu vois, sur ce réseau social, et t'apprends des trucs. Et moi, j'apprends beaucoup de trucs sur Twitter, et notamment, quand je dis apprendre, c'est je récupère des exemples de publicité. Souvent, c'est des trucs qui peuvent faire le buzz et qui sont assez what the fuck. Et moi, j'aime bien ça. C'est-à-dire que ça fait parler. Ah ouais, machin trouve scandaleux la nouvelle pub de truc. Hop, moi, je prends ça. Je regarde un peu ce qui se dit autour. Pas parce que j'ai envie de savoir quoi penser, mais parce que j'ai envie de regarder et de dire, attends, qu'est-ce qu'ils disent les gens? Quelle réaction ce truc-là entraîne, tu vois? Et effectivement, j'essaie de partager ça. Et en général, soit je prends ça, j'ai l'idée tout de suite et je peux rédiger tout de suite le mail, parce que des fois, c'est le meilleur moyen de pas oublier un truc, c'est de le faire tout de suite, tout de suite. Et puis des fois, quand t'as pas le temps, bah, je mets ça donc dans Bear. Et puis je mets un petit topo sur voilà ce que j'ai trouvé, pourquoi, le contexte, l'idée qui m'est venue, etc. Pareil pour des types d'emails ou des trucs comme ça. Tu vois, des fois t'as une super idée de titre, hop, tu la notes, et puis tu pourrais développer le mail, mais tu dis putain, l'idée que j'ai derrière, je sais pas, j'arrive pas trop à la truc. Le titre est super, j'ai pas envie de le gâcher avec un mail moyen, et vice versa. Et donc du coup, bah tu le laisses, et puis tu dis je traiterai ça après, etc. Donc ouais, je prends beaucoup de notes. J'essaye en tout cas. C'est un truc que j'ai moins fait cette année, je pense, parce que j'ai eu moins de temps pour consommer du contenu, même la lecture, tu vois, j'ai lu vachement moins que je n'ai lu l'année dernière. J'y arrive. Mais ouais, je prends. Bah, t'es obligé en fait. Et tu vois, encore pas plus tard que la semaine dernière, j'ai cherché la pub. Je sais même plus si c'est la semaine dernière. Bon, peu importe, les gens ils écoutent pas l'épisode au moment où on enregistre. Mais je cherchais un mail. Enfin, je cherchais une pub à mettre dans cet email-là, une pub précise que j'avais en tête et je l'ai pas notée. Et tu galères à mort pour retrouver l'exemple pour que les gens comprennent ce que ça fait. C'est Netflix. T'as vu 200 séries sur Netflix, tu te souviens même plus les séries que t'as vues. Tu te souviens plus du nom. Et quand tu tombes dessus, tu dis putain et tout, ouais, c'est cette série-là et tout, elle était ouf, on avait kiffé. Même des trucs que t'as kiffé, tu les oublies. Donc bah voilà, des fois ça m'arrive et c'est pour ça qu'il faut prendre des notes et ça c'est pour tout le monde. Je pense que si on arrive à prendre des notes et à le faire à peu près intelligemment, c'est-à-dire avec un système qui te permet de retrouver. Tu vois, moi j'ai des petits hashtags quand je tape publicité provocatrice, hop, j'ai tous mes trucs avec mes hashtags publicité. Un système simple hein, dans le fond. Mais si t'as pas ça et que t'es obligé de regarder dans tes notes, de scroller jusqu'à trouver le truc, t'en sors pas non plus. Donc C'est sûr, ça te fait un second cerveau. Ouais. ouais, c'est ça en fait. Mais alors après, moi, je suis pas du tout un modèle là-dessus parce qu'il y en a qui sont très bons là-dessus, Elliot Meunier notamment. Mhm. Qui est un peu le type sur cette thématique-là. Mais je suis pas à ce point-là parce que j'ai pas la rigueur. Je suis pas quelqu'un d'insuffisamment rigoureux sur ces sujets. Mais donc je devrais mieux Bah, faire. tu l'es déjà sur les mails quotidiens, donc tu peux pas l'être Ouais, partout. disons que j'arrive à me discipliner. En fait, c'est une question d'habitude. Après, il y a un bouquin qui est bien là-dessus qui s'appelle Le pouvoir des habitudes que j'avais lu au moment de lancer aussi les emails quotidiens, qui fait que bah voilà, en fait, au bout d'un bout de temps, c'est tellement ancré en toi que tu te poses plus trop la question. Moi, je me pose le matin, j'arrive sur mon ordi, bon voilà, j'ouvre mon bloc-notes, il faut que j'écrive un mail, tu vois. Bon bah j'écris mon mail quoi. Et puis ça vient vite, c'est devenu logique un peu pour moi, tu vois. C'est comme puis j'envoie tous les emails le matin à 8h30. Et des fois je varie si j'ai deux trois mails à envoyer dans la journée, mais sinon c'est 8h30 le matin. Bon bah voilà, les gens ils ont l'habitude de recevoir ça à 8h30 le matin, c'est mieux que si je change tous les jours. Mais encore, changer tous les jours pourrait être marrant, tu vois, si ça se trouve, il y a un truc à faire autour de ça. J'aime pas trop dire ça, c'est comme ça. Moi, je fais comme ça marche. Oui. C'est comme ça qu'il faut faire. Parce que il y a plein de contre-exemples de ce que je fais et il y a des gens qui font complètement différemment et ça marche bien, si ce n'est mieux, tu vois. Donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire, je pense, comme dirait Edouard Baird. Donc Si on avance, donc là, on comprend que tu mets en place un système cohérent qui est vertueux. Tu as un podcast, même si tu t'appuies, on va dire,
tu te fais ta cocotte minute avec ça. La newsletter, les mails quotidiens qui se mettent en place, des formations. Il y a une formation que tu imagines et que tu crées vraiment en mode what the fuck. Tu reviens presque, encore une fois, tu prends toujours le contre-pied, j'ai l'impression, de ce qui se dit, de ce qui se partage. Tu crées Marketing Papers. Comment te vient cette idée et qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui fait que tu lances à un moment donné? Alors, les marketing papers, déjà, pour que les gens visualisent le Tu es. truc, c'est donc une formation papier. C'est une formation papier que j'envoie tous les mois dans la boîte aux lettres des abonnés. Donc, c'est un produit qu'on reçoit, un produit physique, en fait, un produit papier. L'idée globale, elle a été montée. Il n'y a qu'un seul entrepreneur français qui a fait ça. Un seul. Que les gens qui savent. Qui sait. Qui était, à mon avis, que moi, j'ai beaucoup consommé, que j'ai adoré ce produit. Il le sait, d'ailleurs, je lui ai déjà dit plusieurs fois. Greg Lagrange, toujours. Et en fait, c'est un produit qui m'a beaucoup plus appris que tout le reste parce que le format me convenait davantage. Moi, je suis incapable de lire un bouquin sur un écran, par exemple. Il y a des gens qui lisent sur les Kindle, même sur des iPads et tout. Je sais pas comment ils font. Moi, j'arrive pas du tout. J'ai besoin. Moi, j'y arrive. Ok, bah tu vois, tu fais partie de ces gens-là que moi, j'arrive pas du tout à faire ça. J'ai besoin du papier. Tu vois, j'ai besoin du papier. Ça me permet aussi de me mettre dans mon univers quand tu lis un bouquin, après, papier ou pas, à vrai dire, si toi t'arrives à le faire sur Kindle, j'imagine que c'est la même chose, mais peut-être t'es en train de lire un bouquin, tu fais pas autre chose, quoi. Quand t'es sur Internet à lire un article de blog ou un email, il y a une notification qui tombe, t'as le téléphone qui sonne, tu décroches, tu fais ton machin. Quand tu lis un bouquin, t'es un peu dans ton monde, éventuellement, tu mets les casques anti-bruit, là, tu te mets dans ton truc, hop, boum, et tu bookines. Donc, je suis bien meilleur sur ce sujet-là. Et sur ça te permet aussi de prendre des notes, d'écrire dessus. Il y a plein de gens qui kiffent faire ça. Tu vois, j'ai plein de gens qui me renvoient des messages et qui me disent putain ouais, on écrit dessus, c'est sympa. Enfin plus maintenant parce que c'est connu comme format, mais au début c'était ça. Ouais, ça va être cool. On peut prendre des machins. Je recevais des photos où les mecs ils faisaient des dessins sur leur paper et tout. C'était marrant. Bariolé, c'était surligné dans tous les C'est sens. ça, tu vois. Et donc c'était marrant. Il y avait aussi ce côté positionnement, c'est-à-dire que moi je sortais la seule formation qui existe aujourd'hui puisque celle de Greg n'existe plus. Donc c'est la seule formation sur ce sujet-là et c'est pas un copier-coller de ce qui se faisait de la seule personne qui faisait ça puisque moi je m'adresse vraiment à des business ultra traditionnels. Mon savoir-faire il est là-dedans. Je bosse pas avec des infopreneurs et donc je sais pas développer ce type de business. Enfin c'est pas très différent dans l'absolu. Hein. Je suis sûr que je m'en sortirai très bien. Mais je veux dire c'est pas mon cœur de métier, c'est pas les expériences que je raconte. Moi je raconte des histoires de vrais business. J'ai parlé de la réno de l'habitat. Il y a des sites e-commerce, bien sûr, donc ça se rapproche un peu. Il y a des avocats, il y a des galeries d'art, des sociétés de services, je l'ai dit, des artisans, enfin, il y a plein de trucs. Et donc, en gros, j'essaye de partager du contenu à travers ce format-là, parce que c'est le format que j'aimais consommer. Donc, même système un peu que le podcast. C'est vrai que j'en ai pas trop parlé, mais tu vois, j'écoutais des podcasts, c'est un format qui me plaisait, donc j'ai lancé un podcast. En plus, c'est plus simple que du YouTube, par exemple. Et ben là, pareil, le papier, ben voilà, j'ai consommé une formation papier, je trouve ça génial, j'ai l'impression de beaucoup mieux apprendre et de beaucoup mieux intégrer l'info là-dedans. En plus, tu le réutilises beaucoup plus facilement. Un email, tu le lis une fois, ensuite tu le rouvres jamais, faut pas se mentir. Même une formation en ligne, tu ouvres le truc, quand tu l'as acheté, tu regardes 3 vidéos, tu poses, ouais, je verrai ça plus tard, machin, tu reviens jamais, tu vois. 70% de mes formations, elles sont pas consommées jusqu'au bout. Et je sais, pour avoir discuté avec plein d'autres gens, que c'est pas, je suis pas tout seul hein, dans cette situation. Tout le monde est comme ça. Et au moins avec un bouquin, je sais pas, tu le mets les papers, tu les mets dans tes chiottes, tu vas chier, hop, tu peux regarder ton marketing paper, tu vois. Si tu veux mettre dans le salon, Ouais. tu peux relire. Sur ton bureau. Exactement. Tu peux le partager, tu peux y revenir. C'est un peu comme, oui, un livre ou Un une magazine, carte tu vois. postale, on Ouais, en voilà. parlait, un magazine, tu le laisses sur le bureau. Tant que tu l'as pas traité, normalement, il y a rien qui te pousse à le ranger. Exactement. Il est là et surtout quand il est rangé, à la limite, il est rangé dans un endroit où il se voit, il prend de la place. C'est pas du tout le cas d'un fichier aujourd'hui. Aujourd'hui, tu reçois des fichiers, même si je l'envoyais en PDF, par exemple, ce qui serait probablement plus rentable pour moi. Tu l'envoies en PDF, bah les mecs, tu le prends, hop, tu vas le ranger dans un fichier, puis bah tu le vois plus. Donc tu parlais de répétition tout à l'heure, tu le vois plus, il Ouais. n'existe plus au bout de 3 jours, tu vois.
Quand tu vois le C'est débit, peut-être sur ton l'expérience compte en banque, tu globale que penses. tu as créée autour. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, le truc, c'est que voilà, donc c'est plus un kiff perso. C'est vraiment un produit que j'ai réfléchi, que j'ai mûri. Quand je l'ai lancé, j'étais hyper content parce que ça a été vraiment bien reçu par mon audience. Donc ça, c'est génial. Je l'avais un petit peu teasé. C'est vraiment l'offre que j'ai pour le coup le plus marketé, que j'ai le plus préparé, où je me suis le plus pris la tête et donc où j'ai fait ça sérieusement. Mes formations, en général, je les fais moins sérieusement. Pas la formation en elle-même, mais le lancement et tout ça, je me prends pas la tête. J'envoie mes trucs, machin, allez-y, faites-vous plaisir. Je le tease parce que le copywriting, je sais ce que c'est, et que le marketing, je sais ce que c'est. Mais par contre, les marketing papers, j'ai vraiment été à fond là-dedans. Je suis content, c'est un produit qui a bien marché, qui fonctionne bien encore aujourd'hui, qui est donc une offre à abonnement. Et c'est un format papier, donc ça rend cette offre un peu unique et un peu effectivement à contre-courant de ce qui se fait aujourd'hui. C'est à contre-courant aussi en termes de rentabilité, ça je l'ai dit aussi. Si je le vendais en PDF, je le vendrais probablement au même prix. J'aurais beaucoup moins de frais et beaucoup moins de prise de tête logistique dessus. Mais je trouve que c'est moins Donc pertinent. c'est toi donc qui rédige, donc ça te prend 5, 6, 7 heures Non, ça prend et moins que ça, mais non, ça prend. 3-4 heures? Ouais, ça dépend des Ça dépend, oui. éditions, mais à l'heure où on se cause, je viens de terminer l'édition de décembre. Oui, ça te prend 4 heures grand max. Il y a entre 15 et 20 pages, tu vois. Ça te prend également 3 heures à envoyer, à imprimer, Après, tu as tout ce à phénomène-là, ouais. mettre sous pli, adresse, Mm. aller à la poste, mais c'est palpable, c'est concret. C'est un vrai produit, quoi. C'est un produit Je, physique, en fait. je, je pense que ça, par contre, tu vois, nous, on ne le visualise pas Tout à assez, fait. ce moment-là. Et bah, t'as tout Alors à que fait raison. c'est C'est le problème ouais, majeur, c'est que les gens ont du mal des fois à imaginer ce que c'est. Alors, les gens qui me suivent depuis très longtemps, ils en ont tellement entendu parler avant que ça se lance. Et pendant que au début du lancement, c'est une offre qui a beaucoup évolué aussi avec le temps, hein. C'est une offre que j'ai lancée je vais bientôt fêter les 2 ans. Donc au final, ils en ont tellement entendu parler qu'ils voient, mais les nouvelles personnes qui rejoignent ma liste aujourd'hui, quand je parle des papers, je leur explique pas à chaque fois ce que c'est, tu vois, bien sûr. Et en fait, du coup, bah, ils prennent le train en route et ils sont des fois perdus et tout. Ils se disent putain et tout, mais qu'est-ce que c'est? Et il y a effectivement ce problème de visualisation et on me l'a déjà remonté, figure-toi. Donc c'est un souci qu'il faudrait que je règle. Et là encore, mon côté très à l'arrache fait que je m'y penche moins. Mais tout à fait, c'est un vrai problème. Tu as parfaitement raison. parce que, voilà, j'ai en tête, des business avec, des envois et du stock. Bon, bah, une fois qu'il y a la box mensuelle ou le magazine ou une palette de livres, bon, bah, tu es sur Insta, tu documentes et tous les mois tu vois que, voilà, au début, ça tenait sur une table, Ouais. après dans une pièce, après un garage et après maintenant c'est un entrepôt. Mm. Bon, voilà. Tu ce côté, voilà. Après toi, évidemment le nombre d'abonnés est limité aussi donc Complètement. Ouais, je plafonne. mais voilà, tu as ce côté palpable quand tu fais imprimer, heu, voilà, partager peut-être un peu plus de visuel dans les mails, peut-être Mm. que Ouais, ça c'est peut vrai que être ça, une c'est idée. pareil. Je fais des emails qui sont vraiment en plein texte. Rares sont les emails Du avec texte, ouais. des images. C'est vrai qu'on en a pas parlé, mais c'est pareil. C'est ce que je conseille aussi de faire. Mais ouais, non, t'as raison. Il n'y a pas beaucoup de visualisation de ce qu'est les papers. Il y a beaucoup de gens, je suis sûr, même dans mon audience, et qui lisent relativement régulièrement mes emails, une ou deux fois par semaine au moins. Et je suis sûr qu'on leur demande ce que c'est que les marketing papers, ils savent pas, tu vois. Donc c'est une erreur de ma part. En tout cas, c'est un défaut que j'ai et qu'il faut que je retravaille. Tu as raison. Après, c'est vrai que moi, tout ce qui est format vidéo, photo et tout, tu me vois assez peu faire Ouais, parce que ouais. ça me casse les couilles en fait. Donc j'y vais pas Mmh. et probablement que ça me fait perdre des ventes. Tout comme le fait que l'offre est plafonnée. Donc il y a toujours plus ou moins des places qui se libèrent parce que tu as des mecs qui rentrent, enfin des mecs qui sortent, donc ça donne la possibilité de nouvelles personnes d'entrer. Mais je plafonne justement pour ça parce que j'aime bien garder. Tu parlais de toute la logistique, impression. Alors évidemment, c'est pas moi qui imprime chez moi avec mon imprimante, ça marcherait pas. Donc je fais imprimer ça par un imprimeur. Euh, enfin, je récupère les papers imprimés. Ça te fait un petit paquet de papier, tu vois. Je pose mon truc et c'est là où, pour l'instant, j'ai pas sous-traité cette étape, mais c'est volontaire. J'essaye de mettre dans les enveloppes et tout. C'est moi qui le fais, tu vois. J'essaye. C'est pas toujours le cas, en fait. Parce que des fois, c'est quelqu'un d'autre qui le fait pour moi.
Et dedans, en fait, je mets toujours un petit mot. Je mets toujours un post-it pour parler directement à la personne. Ce qui fait que ça me permet de connaître, de m'obliger un minimum, connaître c'est un bien grand mot, mais de savoir à qui j'envoie. Tu vois, je suis. Ouais, Et du coup, il y a des tu gens. suis, tu imagines, ouais. Ouais, c'est ça, tu te suis. Puis après, donc moi, Une relation épistolaire. ouais, je sais pas si on peut le résumer comme Génial. ça, mais moi, ça me paraît important. Tu vois, les gens te font confiance pour te former. Certains m'ont suivi dans un projet qui était fou au départ, parce qu'il y en a qui sont là depuis le début et qui payent beaucoup moins cher que les gens qui arrivent maintenant. C'est normal, tu vois. Et donc, du coup, c'est les gens que je connais. Après, l'offre s'est développée. J'envoie aussi un audio tous les dimanches, audio, vidéo tous les dimanches à ces gens-là uniquement. Donc, ce qui fait un 6e mail quelque part avec du contenu comme ça. Ils ont accès à toutes les formations que j'ai pu tourner. Et puis, on a des calls réguliers, des possibilités, parce que je peux pas prendre 50 calls par mois, puisque l'offre est limitée à 50, mais j'ouvre 4-5 possibilités de faire un call tous les mois avec uniquement les gens des marketing papers. Et du coup, bah, tu commences à quand même pas trop mal connaître les business des gens avec le temps. C'est des gens aussi qui ont la possibilité de me poser des questions que je m'oblige à traiter, parce que je peux pas répondre à tous les emails que je reçois retour à ma newsletter. Donc voilà, il y a une sorte de pseudo-relation que j'aime bien conserver. Puis je considère que ça fait partie du truc, tu vois. Donc je demande aux gens sur le post-it comment ça va le business en ce moment, force à toi, voilà de quoi on va parler, régale-toi en découvrant ce paper, je pense que toi ça va bien être utile, etc. Et puis souvent les gens me répondent, tu vois, pas par courrier bien sûr, mais ils me répondent par mail, ouais j'ai vu ton petit mot, alors voilà où j'en suis maintenant, nanana, qu'est-ce que t'en penses, truc et tout. Donc j'aime bien ce côté-là et c'est pour ça que je le garde. Après si je fais sauter cette limite et si je développe un peu l'offre, peut-être que je serais obligé d'arrêter ça, mais ça me ferait chier, tu vois. Ça me permet aussi de voir le chemin parcouru et de penser à chaque personne qui va recevoir le truc de manière très individuelle au moment où j'écris le petit mot, parce qu'il n'est pas pareil pour le client A et pour le client B, tu vois. Typiquement, les clients ne sont pas un numéro. C'est une vraie personne avec un vrai prénom. Ils ont un prénom et une Exactement. activité et un univers Et derrière. ça, c'est important pour moi de le Ah, conserver. Enfin, j'aimerais conserver ça. Ce sera peut-être pas toujours possible, mais rien que pour ça, c'est la raison pour laquelle j'avais limité au départ. À la base, c'était 30, maintenant c'est 50, pour que je puisse traiter ça vraiment moi-même et pas être obligé de le sous-traiter. Puis après, si tu le sous-traites, tu vas niquer aussi la rentabilité du produit ou tu es obligé d'augmenter à mort les prix. Moi, j'ai pas envie que ce soit un prix trop élevé non plus. Mais voilà, il augmente régulièrement. Hein, le prix, il prend 25-30% tous les 4-5 mois. Donc les gens le savent et sont prévenus. Hein. Mais évidemment, tu gardes ton tarif d'entrée. Ça va de soi. à vie. Ce qui fait qu'il y en a qui payent aujourd'hui. Tu vois, l'offre de lancement était à 19 euros pour un produit qui, à l'heure où on se parle, parce qu'il aura peut-être évolué au moment où les gens écouteront l'épisode, est à 79. Oui, Donc tu vois, ça fait une belle affaire. Hein. Je gagne pas d'argent avec ces gens-là. Ils me coûtent du blé. Je fais tout mon possible pour qu'ils dégagent. Mais ils restent, ces cons-là, putain. Et il faut leur envoyer des emojis pas contents sur des posts. Des emojis fuck, ouais, voilà, c'est ça, des trucs comme ça. Laisse-moi tranquille. Non, non, mais ça me fait plaisir. Puis c'est cool de voir que des gens suivent ton contenu aussi longtemps, parce que ça veut dire qu'a priori, ils trouvent leur compte et qu'ils sont contents Bien sûr. de ce que je leur apporte. Donc ça, c'est très cool. Bon, on aura fait un bon petit tour de tout l'écosystème aujourd'hui. Est-ce que en teasing, tu as des réflexions en cours et des sujets que tu as envie de mettre en place, des projets peut-être futurs là sur l'année 2023 qui vont arriver? On a parlé de Moment M, on a parlé de Marketing Papers. Est-ce qu'il y a d'autres manières de faire que tu as envie de tester ou justement peut-être d'accélérer et de laisser un peu plus de place à, à ces sujets-là? Le sujet numéro un, c'est justement les marketing papers et l'évolution un peu de cette offre-là. Je vais pas trop faire de teasing, mais voilà, ça, c'est déjà mon offre phare et peut-être que ça deviendra mon offre unique, si, en tout cas sur la partie formation, hein, j'entends. Donc ça, c'est le premier volet. J'en dis pas trop, mais ceux qui me suivent par email verront le truc arriver petit à Rond. petit. Ensuite, il y a le podcast, donc, qui était donc le podcast LNM que j'ai clôturé rapidement et qui est passé maintenant sur Moment M, où je raconte des histoires, je raconte les réflexions marketing au travers
de l'histoire et des anecdotes de ceux qui la font, cette histoire. Donc là, j'ai lancé la première série qui est sur l'horlogerie, donc où je rentre vraiment en profondeur sur tous ces sujets-là, avec un focus sur Rolex au départ, puis tout un tas d'autres marques, etc. Donc je prends un certain plaisir à faire ça, dans un format où je suis obligé de modifier ma manière habituelle de travailler. Donc je vais voir comment tout ça évolue. C'est un des sujets aussi que j'ai envie de voir, parce que c'est quelque chose qui me plaît et qui me fait la transition vers la troisième chose plus globale peut-être, qui est de mettre en avant ce côté info divertissement que je trouve dans le podcast, et de davantage peut-être m'orienter vers ce type de format, tout en conservant bien sûr mon activité actuelle, qui est de marketeur, qui elle aussi va un petit peu évoluer. J'en parle un peu moins parce que ça concerne vraiment très peu de gens. Je peux prendre que très peu de clients, mais probablement m'ouvrir à des prestations un peu plus de consulting aussi, pour aller voir dans les boîtes quels sont les problèmes. Et souvent, on n'en a pas trop parlé, c'est pas le sujet, hein, mais il y a beaucoup de boîtes qui ont les mêmes problèmes, des problèmes qui sont simples à résoudre, mais que le dirigeant ou les gens à l'intérieur de la boîte ne pourront jamais voir. Et ne voient jamais, en tout cas. Je sais pas s'ils peuvent pas, mais en tout cas, ils le voient jamais, alors que c'est gros comme le nez au milieu de la gueule. Et en fait, et ça m'arrive aussi. Tu viens dans ma façon de fonctionner, tu me dis, tout à l'heure, tu m'as dit 3-4 trucs. Ah putain, bah ouais, c'est évident en fait ce que tu dis, mais t'as besoin qu'on te le dise, qu'on te le montre pour que ça devienne truc. Donc t'as besoin de cet intervenant extérieur. Je prêche pour ma paroisse bien sûr, mais voilà, je vais essayer peut-être de m'orienter vers ce genre de d'activité, de façon de faire. J'en dis pas plus parce que je suis quelqu'un d'assez mystérieux, j'aime bien garder le mystère. Et puis comme je change beaucoup d'avis, il n'est pas impossible que je transforme ça. Et puis de toute manière, j'essaie de garder les exclusivités et mes réflexions business d'ailleurs. C'est les marketing papers. Il y a beaucoup de numéros d'édition des marketing papers qui sont en fait ma réflexion business sur un sujet et qui permettent du coup aux gens de se dire putain ouais c'est vrai, il faut que je me pose ces questions-là moi aussi. Qu'est-ce que ça donnerait? Ah ouais en fait truc. Voilà, je suis dans ce concept de réflexion et je veux que les gens pensent comme un marketeur pro. Euh, c'est mon obsession et je pense pas que ça change en 2023. Donc voilà. Et puis à long terme, toi tu le sais, mais peut-être que tout le monde ne le sait pas, c'est le bar de Tom Cruise dans Cocktail en Jamaïque. Voilà, c'est ça le concept, c'est ça l'objectif. C'est toi-même être diverti avec ce paysage devant toi. Exactement. Puis vendre un peu plus toujours plus, j'ai envie de dire, de bonheur aux gens et d'aller procurer de l'émotion. Donc, ce qui est aussi le but de l'entertainment et de l'infodivertissement, mais au-delà du simple Et fait, du marketing. ouais, et du marketing. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, dans cette relation que j'ai aujourd'hui dans le market, t'es toujours dans combien ce gars-là va me rapporter. Tu vois, la question que me posent les gens, c'est combien tu vas me rapporter. Ah, ok, on passe un bon moment, on se fend la gueule. Mais bon, est-ce que je prends du blé à la fin, tu vois? T'as toujours cette relation-là dans moi, dans mon activité, mes clients. Là, j'aimerais bien, si je pouvais un jour arriver à me détacher un peu de tout ça et toujours de réfléchir comment on fait pour marketer ça bien et tout, même si c'est très cool de faire ça, c'est de te faire un petit cocktail, un petit show, hop, je te mets ça dans ton verre, tu bois un coup, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, et tu kiffes, tu vois, et tu te dis ah putain trop cool et tout, c'est sympa d'aller dans ce bar, machin, enfin, tu vois le côté vraiment émotion pure et enfin de l'histoire, tu vois, comme un joueur de foot qui joue au foot, qui donne à mort d'émotion. T'as qu'à voir ce qui s'est passé là. En Argentine, ils sont tous fous, les mecs. Ils deviennent dingues d'avoir gagné une Coupe du Monde. En fait, ils vendent du bonheur, ces mecs-là. Tu vois, ils courent pas après un ballon. Ils donnent du bonheur, tu vois. Et donc, c'est ça. J'aimerais bien éventuellement un jour aller dans ces directions-là. Mais bon, c'est le futur, ça. C'est fou, mais encore une fois, tu proposes sur un plateau, vraiment, c'est le cas de le dire, une parfaite transition. J'allais clôturer, on va dire, cette partie sur ton parcours et tout ce qui te passionne aujourd'hui. Tout ce qui t'anime, on aura bien compris et fait un vrai tour. On voit que c'est évidemment des étapes et des rencontres et des opportunités qui se mettent en place, mais aujourd'hui, tu es aligné avec ce que tu fais au quotidien. Je pense qu'on l'a senti. Euh, Justement, à propos de bar, si tu étais derrière ce comptoir, qui aimerais-tu voir derrière, enfin devant, en train de boire un café ou boire un bon cocktail que tu auras préparé? Si tu avais vraiment le choix de tes rêves, personne sur Terre ou plus ou pas, qui choisirais-tu?
Oh, bah, si je fais une réponse à la con bien élevée, je vais te dire que je choisirais ma copine et mon fils. Si je fais une réponse un peu plus entrepreneuriale, c'est-à-dire avec quelle personne, en gros, j'aimerais bien pouvoir discuter un moment, c'est ça un peu le message. Ouais, ouais. Alors là, il y en a plusieurs, je peux répondre plusieurs personnes ou pas? Ça peut être une petite clique. Bah, avec toi, je t'imagine, voilà, derrière ce bar, et donc tu as un grand comptoir. Allez, vas-y, Si je fais-toi peux plaisir. parler aux morts, je parlerais bien à Diego Maradona. J'aimerais Ouais. bien capter c'est quoi l'histoire. Puis c'est une idole de quand je suis petit, donc c'est vraiment un type à qui j'aimerais bien discuter. Une autre idole qui n'est plus non plus de ce monde, c'est Bernard Tapie, qui représente Mmh. tout ce que j'adore. Et si je dois prendre un vivant, toujours pour, tu remarques le clivant des mecs que je viens de citer quand même. Ah oui, J'ai oui, pas oui. fini parce que le dernier que je citerai, c'est pourquoi pas Jacques Séguéla. Euh, Allez, qui m'a souhaité mon anniversaire en plus pour mes 30 ans, donc je sais, je pourrais sûrement lui parler pour de vrai. Mais Jacques Séguéla pour ce qu'il a fait, ce qu'il a construit. Et puis après, en plus terre à terre, bah, j'ai eu la chance d'avoir le podcast, alors plein de gens hyper intéressants, donc que du bonheur, tu vois. Mais ouais, Bernard Tapie, Maradona et Séguéla, je pense qu'il y a moyen de se fendre la gueule. là, c'est une nuit anthologique, là. Ouais, c'est une nuit où où il faudra faire attention, quoi. C'est une nuit où tu peux ne pas te réveiller le matin, quoi. Exactement, mais bon, tu pars avec, une très, très belle un très, très bon moment. Ouais, il y a une belle équipe là. OK, génial. Justement, quelle croyance as-tu fait exploser ces dernières années? Quelle croyance, quel schéma, quelle, chose tu pensais vraiment, jamais, jamais, remettre en question peut-être, et qui t'est arrivé, et allez, tu l'as prise en main, il y a quelque chose qui t'est arrivé, et et tu as compris que voilà, c'était une croyance pure et dure. Waouh, ça c'est une question pas simple de répondre à ça. S'il y a une croyance, bah, je serais bien tenté de dire un truc. Je sais pas si c'est vraiment ça, mais c'est ça qui me vient en tout cas. C'est Vas-y. le pognon, quoi. C'est que je pense que j'ai jamais eu trop de croyances limitantes, mais quand t'écoutes la radio, quand tu regardes la télé, t'as l'impression que t'as des niveaux de revenus qui sont énormes et impossibles à aller chercher. Et en fait, enfin, je me rends compte qu'autour de moi, il y a plein de gens qui ont éclaté ce truc-là. Moi-même, j'arrive à des niveaux que je pensais pas pouvoir atteindre. Enfin, je dirais bien ça, mais en même temps, ça me résume pas très bien parce que je suis pas obsédé par ce concept-là. Hein. Mais ouais, je pense qu'il y a un phénomène. C'est pas une croyance que j'ai fait exploser, mais que je vois de plus en plus de mes propres yeux, et je me dis putain, les gens sont kéblos sur le pognon. Comme je dis toujours, personne ne parle plus de pognon que les pauvres. Donc en fait, les gens sont un peu bloqués dans un univers de pognon. Et en fait, bah, le pognon est un outil que tu peux utiliser. C'est très cool d'avoir du blé parce que tu peux faire des trucs, mais ce qui me paraissait vraiment énorme avant ne me paraît plus aussi énorme aujourd'hui, en fait. Je vais le résumer comme ça. Mais je suis pas sûr que ça me résume bien. J'avoue que t'aurais dû me l'envoyer, j'aurais préparé un peu plus sérieusement cette question-là. Mais, euh, mais ouais, je dirais bien ça. Je vois pas trop d'autres croyances. Bah, c'est très bien parce que justement, bah, si c'est un tabou, et bah, toi tu l'amènes, dans la Je sais pas discussion, si c'est un et puis tabou, voilà. mais enfin voilà, je pense qu'il y a les gens ont un problème. Enfin, en France, hein, les gens ont un problème avec l'oseille. Enfin, il suffit de gagner de l'oseille pour devenir une personnalité détestable dans ce pays. C'est spécial, tu vois. Enfin, moi, j'arrive pas à comprendre ça. Donc voilà, je dirais qu'il y a ça. Et en fait, je me rends compte que les gens sont pas du tout éduqués. Il y a pas de culture autour du blé. Moi-même, je me considère pas, attention, comme quelqu'un d'ultra cultivé sur le plan pognon, tu vois, en finance perso. Je suis pas du tout un expert. Je suis même, à mon avis, un très mauvais gestionnaire. Mais enfin voilà, le pognon, ça se gagne. Il y en a pas. En fait, je suis beaucoup plus décomplexé du pognon parce que j'ai la chance d'être arrivé à un niveau où je me soucie plus forcément de est-ce que je vais pouvoir manger demain. T'as toujours des pressions, ça peut descendre très vite, attention. Hein. Mais voilà, t'acceptes le fait que t'as ton matelas minimum, t'as ton minimum de vie. Ensuite, ça monte, ça descend, tu gagnes du blé, tu perds du blé. Enfin voilà, j'ai investi là dans certaines boîtes, j'ai monté quelques boîtes, etc.
tu mets ton pognon ou j'investis dans d'autres conneries, les cryptos, ce genre de merde là, où j'ai perdu plein de fric d'ailleurs. Mais au final, je mets des sommes où je me suis dit avant, putain, je ferais pas ça, tu vois. Ou moi, mon truc, c'est les montres. J'adore les montres. Je mets des sommes dans les montres. Putain, les gens, tu dis ça à des gens, les gens, ils font, ouais, t'es malade et tout. Mais non, en fait, c'est mon kiff et ça me choque plus, en fait. Ça me choque même plus, tu vois. Et voilà, enfin, je sais pas. Je pense que mon échelle de c'est quoi bien gagner sa vie ou combien coûte X ou Y ou machin truc, mon rapport à l'argent a évolué. Et je pense que j'ai sauté cette barrière du ah ouais, l'argent, c'est compliqué à gagner, machin truc. Ce qui est le cas, je pense d'ailleurs, mais en tout cas, ça va, ça vient, et c'est pas le précieux objet que j'avais en tête avant, tu vois. C'est un truc comme ça, voilà, c'est cool. Quand t'as tant de pognon, en fait, bah, tu claques ça dans de la merde souvent. Et c'est très cool, tu vois. Ça va, ça vient, quoi. C'est le jeu. Bah, c'est super Thomas. Vraiment, je suis content de ne pas avoir envoyé euh, cette question parce que justement, voilà, choper au vol, et ben tu, tu démarres peut-être avec quelque chose que tu regrettes et en fait, en le creusant et en le renforçant, il y a une belle réponse et je la comprends celle. Bah écoute, top. C'est très très bien. Je suis content. Euh, Est-ce que justement à propos d'argent, on va dire que c'est une très belle ressource à avoir et à utiliser. Qu'est-ce qu'on pourrait apporter là comme ressource? Qu'est-ce que tu as envie de partager? Ça peut être des livres, des podcasts, des chaînes YouTube, des ressources que tu consommes, des séries qui viennent un petit peu appuyer ou voilà, valoriser un petit peu tout ce dont on a déjà parlé. Ok, pareil, je vais dire ceux qui me viennent, parce que si j'avais pris des notes, je t'aurais fait une réponse Bien en sûr. essayant de bien faire et tout. C'est pas plus mal, remarque, ça oblige les gens à voir ce qui sort au moment où tu poses la question. Puis moi, je suis très à l'aise avec les silences. Bon, écoute, moi aussi, alors là, il n'y a pas de problème. On peut même faire un podcast silence, si tu veux, mais les gens vont se faire chier. C'est, c'est le problème. Et bientôt, au bout de 2 heures. Et alors, si je dois citer des trucs que je kiffe, des contenus que je kiffe et que je consomme, je vais citer ceux qui me viennent maintenant. Il y a Léo Duff, le youtubeur Léo Duff, qui est, bah, si tu connais pas Léo Duff, c'est que tu rates un truc. Donc, faut aller écouter Léo Duff. C'est vraiment un truc extraordinaire. Il est trop fort, ce mec-là. Et dans n'importe quelle vidéo qu'il fait, tu finis, t'as l'impression d'avoir pris une droite. T'es un peu sonné, tu vois. Il est très fort, brillant. Et sa qualité d'écriture est spectaculaire. J'adore, tout simplement. Donc Léo Duff, c'est vraiment un tueur. Niveau podcast, j'adore Garde Business. Alors j'ai parlé de plusieurs podcasts, donc je cite Garde Business parce que c'est l'inspiration un peu à la base de mon nouveau format, qui a un petit mix en fait, un peu peut-être d'ailleurs entre Léo Duff et Garde Business. Je sais pas si j'ose me comparer, hein, mais c'est pas une comparaison, mais voilà, je pense qu'il y a ces inspirations-là. Tu t'es inspiré. Ouais, je pense qu'il y a ça, puis c'est inconscient en plus, je pense. Enfin, Garde Business, c'est le modèle qui me plaît. Et chez Léo Duff, je pense que dans la façon d'écrire et de dire, il y a peut-être une connexion inconsciente en fait qui fait que je m'inspire de ce que je kiffe. Donc voilà. Après, ça c'est pour les contenus un peu pareil, info divertissant finalement. Après sur les parties purement business, bah, il y a des livres un peu classiques que tout le monde a déjà dû recommander. Moi, un livre que je recommande beaucoup, c'est Influence et manipulation de Cialdini, évidemment. Après, des livres géniaux, il y en a plein. Croyez-moi, je vous mens, de Ryan Holiday, qui est un super bouquin aussi. Euh, Quelques bouquins de Seguela, pareil, dans un style infodivertissement. Alors moi, j'aime bien Seguela, il y a des gens qui détestent, hein, donc voilà. Mais Fils de pub ou Coup de pub, par exemple, qui sont des bouquins sympas à lire, ça se lit bien, quoi. J'aime bien Bec BD. Voilà, il y a plein de trucs et puis après ça dépend peut-être du moment. Je pense qu'un livre c'est surtout le moment où tu le lis. Tu vois moi le bouquin qui m'a le plus mis de claque en fait dans ma vie, je pense c'est La semaine de 4 heures. Mais c'est parce que je l'ai lu au bon moment. Donc voilà, il y a plein de bouquins qui sont hyper cool à lire. J'ai cité La puissance des habitudes, ce genre de trucs, tout ça c'est top. Un mec qui avait écrit Ne coupez jamais la poire en deux, des bouquins comme ça qui sont très sympas à lire. Et Un ego, ouais. ouais, sur la négo complètement. Et puis un des super bouquins que j'ai lu et qui est pas un livre qui est pas un livre de business en fait à la base et que j'ai kiffé, c'est la biographie de Magellan par Stefan Zweig, Ah qui oui. m'avait été à l'époque, c'est Jean-Charles Kurdali qui avait monté une boîte là-dedans, qui envoyait des bouquins par la poste et tout ça. Pas Longue ouais, vue. longue vue exactement.
qui a pas tenu longtemps, mais moi j'avais kiffé vraiment ce concept, j'avais suivi Jean-Charles là-dedans, et il nous avait envoyé notamment celle-ci, la biographie de Magellan, que j'ai trouvé absolument formidable et que j'ai déglingué en une semaine. C'était torché, sachant que pour moi une semaine c'est pas long pour lire un livre, tu vois, c'est le 3 heures de certaines personnes, tu vois. Donc j'ai vraiment déglingué le livre, j'ai kiffé à mort. Donc ça, il est super. Et puis un dernier truc, si je puis me permettre, c'est euh, comment devenir riche en Asie mutante. Un truc comme ça, il s'appelle le bouquin. Je pense que quand t'apprends ça, tu trouves, tu vois. Et c'est un livre de développement personnel un peu, mais chelou, sous forme de roman. C'est un roman, mais où en fait, il te raconte toute l'histoire, les parcours d'une vie d'un mec qui réussit dans la vie et du coup les trucs. C'est vraiment un livre très spécial qui se lit pareil. Ça, pour le coup, je pense que je l'ai lu en moins d'une semaine. Et c'est une tuerie, ce bouquin-là. J'ai kiffé. Donc, à lire Oh, aussi. génial. Euh, Ça, je voilà. connaissais pas. J'ai fait un bon petit tour. Je pense que voilà, je sais pas si ça vaut le coup de reciter d'autres trucs. J'ai déjà cité plein de bails. C'est très bien, c'est très bien. Moi, ce que j'adore, c'est quand les notes des podcasts sont longues, étoffées, et il y en a pour tout le monde. Exactement. Et, euh, et nous, on a une bibliothèque, du coup, avec tous ces partages des invités, là, aujourd'hui, qui dépasse les 150 bouquins, quoi. Bah ouais, non, mais Donc, moi, tu il sais y en a que je posais toujours cette pour tout le question monde. aussi sur un livre, et il y a des livres que j'ai cités là, je sais pas trop, mais en tout cas, il y a plein de livres que j'ai récupérés en fait de ce que m'ont dit les invités aussi, pareil. Et tu dis putain, ils me conseillent ça, je vais lire ça, ça va être top, tu vois. Et du coup, ouais, je kiffe bien lire ça. Puis après, il y a tous les livres là que j'ai pas cités qui sont les livres purement business, de market et tout, pur un peu, tu vois, cash advertising, The Boron Letters. La publicité scientifique, tous ces trucs-là, ouais, c'est des bouquins qu'il faut lire aussi si vous êtes dans le market. Mais quand t'es pas dans le marketing, t'as peut-être autre chose à faire que de lire des trucs sur le market, quoi. Mais si c'est des trucs sur lesquels on veut progresser, c'est des bons trucs, je pense. Des bases, quoi. Ouais, et puis maintenant, je crois qu'au bout de 2 heures, on a compris, si on a des sujets autour du market, on s'inscrit à ta Complètement. newsletter, à tes mails. Si on n'aime pas, on sera vite poussé à se désinscrire. Exactement. Et si on aime, eh ben on apprendra des choses et on passera peut-être le cap à un moment ou à un autre euh, de recevoir du coup un beau post-it Exactement. dans sa boîte aux lettres. Yes, énorme. Ouais, ouais, complètement. C'est ce que, c'est ce que je Ouais, résume. c'est ça, Voilà. t'as bien résumé le truc, c'est bien. Dernière question, Thomas. À qui tends-tu le micro? À qui je tends Qui le aurais-tu micro? envie d'écouter sur ce format aventure humaine? Sur Aventure Humaine, bah écoute, il y en a un avec qui je suis pas mal pote en ce moment qui s'appelle Alexandre Lacharme. Qui a fait, qui est devenu maintenant rentier par l'intermédiaire des parkings, donc un truc tu vois très contre-intuitif et pas du tout sexy là aussi, et puis qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Tocante, qui est donc sur la passion de l'horlogerie. Il a plein d'autres business, hein, ce gars-là, c'est un malade. Donc il est hyper intéressant dans son parcours. Il vient de sortir un bouquin sur le sujet des parkings. Donc Alexandre Lacharme, c'est sympa, c'est cool comme invité ça. Ouais, allez, l'invitation est enregistrée, on lui tendra le micro. Ça marche. Un grand merci Thomas. J'étais ravi de passer 2 heures. Voilà, C'est le tarif. c'est normal. Avec moi, C'était 2 heures, c'est le basique. tarif. C'est normal. Merci beaucoup. On mettra évidemment donc tous les liens dans la description. À très très bientôt donc sur Moment M aussi, un très bon moyen de démarrer et de rejoindre ton écosystème. Exactement. Merci à toi, Gaël, pour l'invitation, puis à très vite. Ciao, merci Merci beaucoup. à